Kevin Blanchard, comment ça va? Salut les gars, ça va super bien, merci, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Kevin, en entrée de jeu, on va régler un problème tout de suite. Samedi qui s'en vient, sûrement le plus gros combat de ta carrière contre Minoru Suzuki. Comment que la IWS t'a approché pour t'offrir cette opportunité-là? Ben écoute, c'est assez spécial parce que je l'ai su, je pense, 3 heures juste avant que tout le monde le sache aussi. Fait que j'ai été autant sur le choc que toutes vous autres quand j'ai vu que j'allais lutter contre Suzuki. Fait que non, c'est ça, ils m'ont vraiment averti dernière minute. Puis on dirait que je savais comme pas quoi dire. Je capotais. Honnêtement, là, on dirait que je crois pas encore, tu sais. Puis la date arrive bientôt, puis on dirait que dans ma tête encore, ça arrive pas. On dirait que j'en reviens juste pas encore. Puis comment tu sais, là, c'est sûr que un worker, ça veut monter, ça veut tout le temps lutter contre les meilleurs. Le Suzuki fait partie des meilleurs lutteurs, même si c'est un vétéran, mais dans son créneau à lui, là. Tu sais, c'est un stiff wrestler, t'es un stiff wrestler aussi, je t'ai vu souvent des matchs incroyables avec Mike Bailey, mais comment qu'on se prépare à affronter Minoru Suzuki? Ben écoute, comment qu'on se prépare, c'est une bonne question. J'ai regardé beaucoup de ses matchs. Écoute, c'est beaucoup de chops, c'est beaucoup de farm, c'est beaucoup de choke. Puis écoute, ça tombe vraiment dans ma palette. Tu sais, moi, je suis capable de donner des chops, je suis capable de donner des coups de pied, des farms, tout ce qu'il donne, je suis capable aussi de répondre. Puis écoute, je pense que ça va vraiment être un bon combat. Ça va être 2 gars qui vont se frapper dessus, puis que le meilleur gagne. T'es prête à avoir le chess en viande hachée, là? Ah ouais, je suis prêt. Mais lui aussi, il va l'avoir. Non, écoute, j'en doute pas, là. Je suis pas en train de. Je te sell pas short, là. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais, dans son cas, lui, c'est peut-être. Parce que moi, j'en ai une question par rapport à ça. Tu sais, vous venez de le dire. Oui, vas-y. Tu sais, est-ce que. OK, c'est Minoru Suzuki. C'est une personnalité internationale. C'est une vedette internationale. Il est là depuis des années. Mais. Appréhendes-tu le fait, au-delà de l'opportunité incroyable, tu sais, comment t'abordes ça dans le sens, tu sais, c'est assez unidimensionnel, là, un match de Minoru Suzuki, là, on s'entend, là, tu sais, il n'y aura pas d'iSpots, puis il n'y aura pas de... Fait que comment t'entrevois ça? Tu te dis juste, ça fit bien avec mon profil, ou ben non, tu vas essayer de... Tu sais, comment tu vas aborder ça, là, quand si vous vous en parlez avant, là, tu sais, ça doit être assez spécial. Écoute, moi, je pense que nos styles ensemble pourraient donner vraiment quelque chose de bien. Écoute, je sais pas si je vais tout pouvoir sortir mon moveset. Ouais, c'est ça. Là. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir beaucoup de strikes. Je m'attends à ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir beaucoup de power driver, j'imagine, des moves comme ça. Puis, écoute, ça rentre aussi dans ma palette. Je suis capable de m'adapter avec ça aussi. Fait que, pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. J'ai juste hâte de le rencontrer puis de voir comment est-ce que lui va voir les choses de sa façon, là. Très cool. On pourrait parler du match, essayer d'en faire la promotion, d'encourager le monde à vendre des billets, à acheter des billets. Mais on va régler un problème. Le show, il est déjà tout vendu. C'est sold out. La IWS a frappé fort. Mais toi, là, tu sais que tu t'en vas là puis que la foule va être contre toi, là. Ouais, ben, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas à quoi m'attendre. Tu sais, je sais que Suzuki, c'est une légende au Japon. Puis, tu sais, c'est la première fois qu'il vient au Canada. Hein. Il est jamais venu au Canada encore. C'est la première fois. Fait que j'imagine que la foule va le soutenir vraiment beaucoup. Mais je suis pas prête à dire que la foule va me délaisser pour autant, par exemple. Ouais. Puis là, Kevin, écoute, t'as lutté contre des Mike Bailey une tonne de fois. T'es un régulier à la NSPW, à Battle War. T'es partout au Québec. T'as vraiment fait ta place. Le match de Suzuki, on en parlait tantôt, ça peut être un tremplin. La suite, dans un monde idéal, il arrive quoi avec Kevin Blanchard après? Dans un monde idéal, honnêtement, mon rêve, ça serait que j'aille lutter ensuite, qu'on ait un match 2 ensemble, puis que j'aille le faire au Japon avec lui. Ça serait vraiment mon rêve. Par contre, il faudrait vraiment un match incroyable comme Walter avec PCO dans le temps, là. Ouais. Fait que c'est ça. Je m'attends vraiment à faire un match vraiment fou pour que les portes s'ouvrent parce que moi je veux bouger, là. Je suis rendu, tu sais, on en a parlé un peu ici au Québec. Je pense que j'ai fait le tour. Je commence aussi un peu à me promener, mais là, je veux vraiment que mon nom circule partout, là.
Moi, je me rappelle, il y a... Steve, JC, t'avais une question, je pense? Ben, c'est ça. Ben, Steve est allé un peu dans ce sens-là, dans la mesure où je veux savoir, tu sais, c'était quoi tes espoirs par rapport au résultat du combat, puis qu'est-ce que le futur t'a réservé après ça aussi. Ouais, ça va... Ouais, ça doit être de la pression pas pire. Tu veux performer, tu veux que ça se promène sur le net, tu veux que ça en parle, tu veux que les dirt sheets au States en parlent. On te le souhaite, en tout cas, c'est clair. Là, parce que c'est beaucoup de pression. Je vais être honnête avec vous, là, c'est beaucoup de pression. Fait que pour l'instant, je me concentre vraiment à focusser sur le match, puis si ça fonctionne, si tout va bien, puis que tout le monde en parle, ben tant mieux. Puis sinon, ben ça va être une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie quand même. Te concentrer sur ce que tu contrôles, puis ce que tu contrôles, c'est le match dans le ring. Là. Exactement. C'est exactement ça. Puis là, écoute, moi, Kevin, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on se connaît. Là, je me rappelle à l'époque tu luttais en équipe, tu étais à tes débuts. Comment Kevin Blanchard est devenu le worker que tu es aujourd'hui? Tu sais, c'est quoi le cheminement? Parle-nous-en un peu, parce que c'est mère et monde du petit Kevin que moi j'ai connu, là. Mm-hmm. Même on s'est connus avant ça, j'allais te voir lutter à IC dans le temps. Là, oui, mais je voulais pas dire ça. non, j'aime-toi pas de le dire. Mais comment que tu t'es développé comme ça? Ben écoute, depuis que j'étais tout jeune, j'écoute tout le temps de la lutte au Japon. J'ai toujours aimé le style de striker. Je trouvais que au Québec, ici, on n'avait pas beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup du high fly ou ben des gros gars qui font des grosses prises puis des gros moves. Je trouvais qu'ici, on manquait vraiment de gars, c'est comparable comme à des Kenta. Puis tu sais, à des gars comme ça qui au Japon étaient vraiment hot. Puis tu sais, il n'y avait pas besoin de faire des prises tout le temps de fou, juste des strikes qui rentrent. Puis ça fonctionnait autant que quelqu'un qui va te faire un gros powerbomb, tu comprends? Fait que non, je voulais avoir un style particulier. Je pense que je me suis trouvé là-dedans. Puis c'est exactement ça. J'ai toujours voulu être un striker. Puis en ce moment, je pense que au Québec, je suis pratiquement un des meilleurs strikers, fait que je pense que j'ai bien réussi. Quand t'as, évidemment, excuse, je voulais pas te couper, quand t'as su, évidemment, là, on a raconté un petit peu là, les péripéties de Speedball Bailey relativement là, à sa possibilité d'entrer aux États-Unis puis tout ça, puis on en parlait un petit peu hors micro tantôt, tu es encore en contact avec lui régulièrement. Tu sais, qu'est-ce que ça te fait là, de le voir, tu sais, à Impact, tu sais, tout ça, tu dois t'imaginer être le prochain, là? Ben, tu vas rêver de l'être, là, c'est clair. Là. Oui, je rêve de l'être, c'est sûr. Mais je suis tellement content pour lui, puis tout ce qu'il a accompli, c'est tellement 100% mérité. Écoute, il a travaillé fort pour être là. Puis je suis pas gêné de dire qu'il a travaillé même 3 fois plus fort que moi pour être là, je veux dire. Fait que, tu sais, j'ai rien à envier à ce gars-là. Il a mérité sa place, puis je suis vraiment content pour lui. Nice. Puis, Kevin, je peux pas passer à côté, là. Quand, tu sais, t'es chez vous avec les enfants, ta conjointe, à la job, eux autres, ils connaissent pas Minoru Suzuki, là. Non. Eux autres, là, comment tu lui comptes ça? Comment tu dis à du monde qui n'ont aucune idée c'est qui, à quel point que c'est hot d'aller faire ce que tu t'en vas faire? Ben, honnêtement, sur la job, j'en parle pas tant que ça. Tu sais, c'est un classique, là. Je veux dire, hey, lui, c'est un lutteur, hein, il va te descendre du coude. Fait que, tu sais, c'est un peu un cliché un peu. Fait que, tu sais, d'essayer d'avoir ces gars-là, tu sais, pour leur dire que, écoute, je vais lutter contre une légende au Japon. Je leur ai déjà expliqué, mais pour eux, c'est pas, ils sont pas impressionnés, là. Je veux dire, ils connaissent pas ça, fait qu'ils sont zéro impressionnés. Peut-être j'aurais dit, je vais lutter contre Undertaker, là. Oh, OK, ouais, là, c'est nice, là, mais Suzuki, eux autres, connaissent pas ça. Même que Suzuki, il y en a un qui m'a sorti, c'est pas le capitaine du Canadien, ça? Je dis, ouais. Ah, ouais. C'est ça. Ouais. Si t'es enfermais tous les deux d'un ring, ça se passerait. Ouais, c'est ça. Puis, veux pas, là, depuis l'annonce du combat, j'imagine qu'il y a plein de gars qui t'appellent, puis qui te félicitent, puis tout ça. Comment qu'on prend ça? Justement, là, t'es sur le spot, là. Là, samedi, il y a du monde qui s'en vont voir Blanchard puis Suzuki, qui veulent pas être déçus, qui en veulent pour leur argent. Comment tu trouves ça, être sur le spot de même? Ben, moi, je vais vous dire, ce qui me stresse, c'est que
je regarde les matchs à Suzuki, puis tu sais, Suzuki, c'est 50 ans, je pense qu'il y a. Ouais, 52, quelque chose de même. Oui, j'ai checké il n'y a pas longtemps. 52, j'ai entendu. Fait que 52, ouais, il me semble que c'est ça aussi. Fait que moi, ce qui me stresse, c'est que j'ai juste pas envie de faire un match puis se dire comme, ben, on va faire ça, puis tu sais, ça va être tranquille, puis on va sortir quelques commercial spots. un peu, le classique match de Suzuki. Chop, une coupe de clés de bras, clés de jambes, puis là, ça exact. Ouais, non, c'est un peu ça, c'est un peu ça que je te demandais tout à l'heure. C'est de même que je voulais présenter ça. Tu sais, ça doit pas te tenter de faire le classique Minoru Suzuki match, là, tu sais, parce que c'est ta shot. Non. Fait que tu veux pas faire le match que lui, il fait à toi samedi soir, là. Non, c'est ça, exactement. Puis je sais qu'il me connaît pas, tu sais, je veux dire, pour lui, Blanchard, il doit, tu sais, je veux dire, c'est juste un autre lutteur contre qui il va lutter, sûrement. Là, écoute, je dis ça, là, peut-être qu'il me connaît, mais ça me surprendrait bien gros. Fait que, tu sais, je veux juste pas qu'il me prenne comme à la légère, qu'il fasse comme, ben, bon, un petit match tranquille, on va faire ça, tu sais. Mais tu sais ce que je pense de lui, moi? Moi, là, ce que j'ai probablement pas vu autant de matchs de Minoru Suzuki que toi, mais tu sais, je suis un gros fan de lutte au Japon, là, OK? Mm-hmm. Puis moi, ça me donne l'impression... Tu sais, ce gars-là, c'est une attraction, là, tu sais, il va être là en fin de semaine, c'est pour mettre des paires de fesses aux 18 pouces, là, c'est sûr. Mais moi, il m'a toujours donné l'impression d'un worker que si tu y en donnes, il va t'en donner, tu sais. Fait que si t'arrives quand même, que mettons, vous avez un petit meeting backstage, puis que t'arrives dans le ring, puis que tu dis que tu lui montres quelle heure qu'il est, là, moi, d'après moi, tu allais avoir un esti de bon match, là. C'est ça l'impression qu'il m'a toujours donné, ce gars-là, tu sais. Surtout les gars qui se promènent beaucoup, là. Ouais, parce que tu sais, mes moves sont quand même pas faciles à prendre non plus, tu sais, j'ai quand même oui, je fais des strikes, mais j'ai aussi des moves, mais qui sont quand même durs physiquement à prendre, fait que je sais pas à quel point il va vouloir accepter de manger les prises que je fais, mais bon, si jamais il y a toujours des strikes aussi qui fonctionnent, mais tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir rentrer un peu mon moveset aussi avec lui, voir qu'est-ce qu'il en pense, puis ça serait dans le meilleur des mondes, là, ce serait qu'il accepte de prendre un peu des moves aussi. Puis je sais que tu as été actif au WrestleMania Weekend il y a 1 an ou 2, je pense, vous aviez été lutté aux États pour le week-end de WrestleMania. Ouais. C'est quoi qui est le plus énervant, lutter sur le week-end de WrestleMania ou bien lutter chez vous contre Minoru Suzuki? Lutter chez nous contre Suzuki, clairement. Parce que là-bas, les gars n'ont pas d'attente, mais ça a super bien été. Je sais pas si vous aviez vu le match, là, j'avais lutté moi je l'avais vu. Contre Ophenia. C'était un super bon match pour vrai. Le gars était super bon, puis écoute, on arrivait là, puis on s'attendait à rien. Je veux dire, c'est des gars de Montréal, puis tant mieux s'ils donnent un bon show, tu sais. Puis on a donné vraiment un bon spectacle, puis mais là, par exemple, c'est autre chose, là, tu sais, là, je suis chez nous, puis Suzuki vient ici pour la première fois au Canada. Lui, il est super excité de venir ici, là. Il a parlé aux gars à Manny puis à Andrew, ceux qui s'occupent de la IWS, puis lui, il a tellement hâte, là, il arrive vendredi. Fait que ça va lui donner un peu de temps de visiter sûrement à Montréal, puis il est bien excité de ça. Puis en terminant, là, tu te promènes beaucoup, t'es partout, Kevin, là, on va se dire la vérité, là. Mais dans backstage, les gars, t'en parles-tu? De Suzuki? Oui, que tu t'en vas lutter avec Suzuki, c'est vraiment cool. Ouais, ben il y en a qui en écoute, j'ai pas tant, tu sais comment, tu sais, la lutte, je suis pas obligé de dire un peu, tout le monde sait tout le monde. Toi, surtout, tu dois savoir. Tu sais, il y a un petit peu de jalousie. Tu sais, je sais pas si mes amis, personnellement, sont contents pour moi, mais je n'ai pas tant entendu parler que ça. Je vais être honnête, là. Je veux dire... tout le monde doit se dire... Steve, tout le monde doit se dire pourquoi c'était pas moi, là. C'est sûr. C'est clair, mais pourtant, tu sais, quand tu t'en vas avec Benjamin, Marc-André, avec Marco Estrada, puis que vous prenez la route, les gars, ils trippent. Moi, là, quand j'ai vu que tu luttais contre Suzuki, j'ai fait comme calice, finalement, je sais pas si fou que ça de dire que ce gars-là, c'est le meilleur au Québec présentement. Tu sais, moi, je trouve ça trippant, mais moi, je vais le dire parce que toi, tu le diras pas, puis c'est correct. Il y a tellement de jaloux puis de mange-marde là-dedans que il y en a plein qui vont comme « Hey, moi, j'aurais aimé ça. » Ben oui, mais eux autres sont pas du calibre... Bon, ils t'appelaient tout péter chez eux. Ils sont pas du calibre de Kevin Blanchard. Calme-toi, Steve, là, t'es après faire un barbershop chez vous, là. Moi, j'étais en train de tout passer parce que... incroyable.
trouve ça tellement trippant qu'un gars de chez nous s'en aille avec Suzuki. Puis la seule affaire que j'espère, c'est que ça soit un match 6 étoiles, que même Meltzer en parle, là. Ouais, mais là, il va-tu avoir excuse, Kevin, je voulais pas te couper. Il va-tu avoir... Non. C'est pas sur Fight TV, c'est pas nulle part. Il y aura pas de captation de ça? Ouais. OK, bon. Oui, ça va être filmé. Okay. Ça va être sur Fight Network. Toutes les shows de la AWS maintenant sont sur Fight excellent. Network. On mettra les liens. On va tous vous mettre ça. Les gens qui se posent la question, qui nous regardent présentement ou qui vont écouter en rediffusion, on sortira l'épisode un peu plus tôt là, pour faire sûr que les gens savent où aller. Puis s'assurer de ne pas manquer ça puis de pouvoir voir ça live s'ils ne peuvent pas être sur place. Parce qu'on le rappelle, là, ceux qui se rejoignent à nous, c'est plein, là. Virez pas fou, écrivez-moi pas sur Messenger. Il n'y en a plus de tickets, là. Là, c'est Fight TV ou rien. Non, c'est vraiment... Ouais, exact. Puis un peu pour revenir avec ce qu'on disait avec Suzuki, les gens qui disaient pourquoi ça serait Blanchard puis tout. Écoute, même moi, je me suis posé la question puis j'ai demandé au personnel de la AWS puis on m'a dit, écoute, Blanchard, en ce moment, t'es la meilleure personne pour affronter Suzuki. C'est le gars qui va donner le meilleur spectacle puis on pense qu'en ce moment, c'est toi. Fait que... Pour répondre à les autres questions, c'est vraiment ça qu'on m'a dit. Fait que je suis prêt à donner mon 100% puis on va voir ce que ça va donner. Hey Kevin, où les gens peuvent te voir lutter, là, t'es un régulier où exactement? Puis plug toi, là, vends-les ta salade, c'est le temps. Je suis un régulier à IWS, NSPW, Battle War. J'ai commencé mes débuts à Destiny aussi à Toronto. Fait que c'est pas mal là-dessus que je me concentre parce que j'ai quand même une famille. Fait que pour le moment, je me concentre sur ces 4 fédérations-là. Puis c'est pas mal ça. Puis si le monde veut me suivre, c'est beaucoup Instagram, c'est Kevin Blanchard. Puis c'est tout pas ensemble, pas séparé, rien, là? Ouais, ben c'est Kevin, barre en bas, Blanchard. Bon, Kevin _ Blanchard sur IG, tout le monde. Je mettrai le lien, je vais le mettre à l'instant, là. Puis, écoute, moi, en terminant, Kevin, la seule affaire que je peux te dire, c'est que je suis excessivement content du développement que tu as eu. Moi, je suis tout le temps content quand un gars de chez nous réussit. Toi, tu as réussi à défoncer des portes. Tu sais, on dit souvent, l'élève ne dépasse jamais le maître. Non, tu l'as dépassé, le maître, il est à peu près 800 mètres en arrière, là, même, là. Fait que je suis super content de ce qui t'arrive. Tu l'as pas volé. Surtout que c'est ça, tu l'as pas volé, ton spot. Non, je l'ai travaillé fort. Honnêtement, s'il y a quelque chose que je peux pas, que je peux dire, c'est que pour être où ce que je suis, j'ai vraiment fait des efforts puis j'ai vraiment travaillé fort. Kevin Blanchard, je te remercie. On est loin du kiss du temps. Puis, je me cherchais. Hein? Oui, ben c'est que là, je réalise que le nom vient de me revenir. J'ai essayé d'éviter sur le nom de Kish. Je vais essayer de le plugger un peu. Mais je te remercie. Je te souhaite le meilleur match. Tu sais, le match de fou que tu t'es imaginé à un moment donné. Ben, je te souhaite qu'il soit encore meilleur que ça. Puis, les gens, je vous invite, si vous avez un match de lutte à voir au Québec cette année, Kevin Blanchard contre Minoru Suzuki, samedi. Manquez pas ça. Fight Network. On va aller plugger ça. On va tout donner les plugs. Moi aussi, Kevin, merci d'avoir pris du temps. Surtout la semaine juste avant, là, tu sais, que tu le gun au bout. Puis tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de maîtriser tout ce que tu es en mesure de contrôler. Le reste, laisse ça dans les mains du monde. Puis exactement. Vis le moment aussi. Essaye de t'imbiber un peu de ça parce que ça va passer comme un flash de Kodak, c'est sûr. Mm-hmm. Oui, ça passe déjà assez vite, c'est samedi. Et voilà. Hey, merci Kevin. Merci à vous autres, les gars. On fait une petite pause Merci tout le monde, beaucoup. puis on vous revient pour la suite des choses.
Hey, vraiment cool. Un gros merci. Merci à Kevin Blanchard, bien sûr, de joindre à nous autres. Ça s'est fait un peu, bon, on a bien des affaires à jaser là, cette semaine, les boys, parce que là, moi, je vais juste rajouter ma caméra parce que ça m'énerve. Je suis ben trop gros dans cet écran-là. Voilà. Bon, ça ressemble plus à ce qu'on fait d'habitude. Et c'est ça. J'ai semaine dernière, cette semaine et tout ça, bon, il y a eu... on a fait, évidemment, d'ailleurs, j'en profite, les boys, on a fait notre premier watch-along sur Twitch et on a regardé Heroes of Wrestling et moi, j'ai eu plein de bons commentaires. Je sais pas vous autres, on a eu du fun au bout, un beau samedi après-midi. Ouais. Ça a été pas mal trippant. Quel bon moment, les gens qui étaient avec nous autres pour regarder ça. J'ai eu bien du fun. Ouais. Je l'avais jamais vu. Pas sûr, je vais le revoir. Mais j'ai apprécié le moment, vraiment. Ouais, moi aussi, du gros fun. Toi, Steve, comment t'as trouvé ça? Moi, je vais être franc, là. Si vous étiez pas là, ah ben non. Je me rendais pas au bout. Ben non, c'est sûr, Steve, c'est ça le concept, là. Moi, je conseille pas au monde d'écouter ça tout seul. Tu tannes un moment donné. Tu te dis, ben voyons donc, tu sais. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on interagit avec le monde qui sont dans le chat, on raconte des anecdotes, on raconte des affaires, on peut aller faire un peu de recherche pendant que ça se diffuse, puis tout le kit. Fait que c'est pas mal le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. En tout cas, c'est assurément une expérience à réitérer, c'est sûr, si ça vous tente. Moi, je suis down n'importe quand. Puis là, ben les boys, on a eu un open super intéressant avec Kevin Blanchard. D'ailleurs, merci à toi, Steve, d'avoir setupé ça. Mais là, il faut qu'on rentre dans les actualités puis on fait ça drette là. Bon, on règle ça tout de suite, là, les garçons. Est-ce que Sammy Guevara et Andrade devraient se faire mettre dehors des EW? Moi... AEW, là, est pogné présentement. Ça va dépendre de comment Punk puis les Young Bucks vont se régler. Ben moi, je vais te dire mon opinion là-dessus. Au départ, il y a une affaire qui marche pas. Pourquoi que Andrade a été suspendu puis pas envoyé chez eux puis pas Sammy Guevara? Ben moi, je pense que s'ils ont fait quasiment une fleur en le renvoyant chez eux, là. C'est rien qu'une affaire, ça, parce qu'il y a une rumeur qui court. JC, je sais pas si t'as entendu ça, c'est Dirt Sheets. Mais là, il y a une rumeur qui court à l'effet qu'Andrade ferait exprès pour tout faire ça, pour se faire releaser puis retourner à I, là. Ouais, ben, puis ça a l'air que c'est pas le seul, là. Ça a l'air que c'est pas le seul. Depuis que Triple H a repris le contrôle, il y a une couple de noms qui sont mentionnés autour de ça. Steve, tu parlais de CM Punk. Moi, je pense que le cas de CM Punk est fini avec la AEW. Moi aussi. Ça, je pense que s'il y en a un qui son chien est mort, c'est lui. Andrade qui a répliqué aussi sur Twitter que si Sammy Guevara était prêt de dealer avec des gostifs, il aurait fait quoi contre un Sheamus ou un Gunter? Ben là, parce que là, vous avez sûrement écouté, on va faire plein de coq à l'âne, là, tout le monde, désolé, mais tu sais, si vous avez regardé Extreme Rules en fin de semaine, c'était le samedi dernier, encore un astifi de bon combat. Là, c'était 3 contre 3, mais tu sais, moi, j'ai adoré ce combat-là, là. Ça a ouvert une soirée de fou. Mais hein. Puis oui, on va en parler, tout le monde, parce que c'est sûr que là, on peut spéculer, on peut en parler jusqu'à temps qu'on est bleu d'en face d'Andrade et Sammy Guevara. Moi, ce que je dis, puis t'as raison, Steve, je suis pas d'accord avec toi concernant CM Punk aussi. Il y a une relation cause à effet là, avec tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui arrive au monde qui sortent des rangs, là, puis qui l'échappent? Bon. Moi, je pense que CM Punk, il peut pas revenir parce que s'il fait ça, Tony Khan, c'est pas un leader de sa gang. Tu peux pas avoir un gars qui loose cannon de même puis appeler ça comme vous voulez, pipe bomb 2.0, peu importe. Tu peux pas avoir un gars comme ça puis que la seule conséquence, tu sais, ça dit quoi aux autres? Ah ben regarde, lâchez-vous là, dites tout ce que vous voulez. Au pire, on va vous suspendre un mois, tu sais. Non, faut-tu lui dire, si tu me refais ça, t'es dehors, là, tu sais. Puis là, ben, faut que tu prennes un exemple, faut que t'en fasses un exemple, puis que tu dises, regardez les boys, ça fly pas. Ça, il est pas question. Je me fous, t'es qui, là? Tu seras CM Punk, Sting, n'importe qui. Si tu me fais ça, t'es out. Vas-y, JC. Ben là, la AEW, depuis une couple de semaines, fait parler d'elle pour les mauvaises raisons. On en parle tout le temps. C'est tout le temps des problèmes dans le backstage. C'est tout le temps ça qui arrive. Puis, ce qui se passe dans le ring, à TV, on en parle beaucoup moins. Ça, c'est une autre affaire. Puis ça nuit au produit. Encore là, Tony Khan n'est pas un bon leader. Ils savent. Puis oui, il a besoin de gérer le cas de CM Punk et d'en faire un exemple parce qu'il faut qu'il montre qu'il est capable de faire ça avec les plus gros égos. C'est clair.
C'est clair. Puis il faut qu'il casse. Regarde, c'est pas dur, les gars. Faut qu'il casse son locker room. Faut que le monde comprenne que c'est plus un party que tu fais qu'est-ce que tu veux parce qu'ils ont pas le choix de te garder parce que tu sais, t'es une big star, là. Fait que là, les Young Bucks, c'est parfait. Kenny Omega, c'est parfait. Sammy Guevara, c'est parfait. Andrade, c'est parfait. Mais le gars tu sais, peu importe, là, puis oui, il y a eu la notion de c'est qui a lancé le premier coup de poing, là, puis toutes ces affaires-là. Mais CM Punk, tu peux pas être boss de quelque chose, aller t'asseoir à côté d'un gars dans une conférence de presse, le laisser parler de même puis qu'il se passe rien, là. De grave, là, pas juste une petite slap on the wrist, là. Non, c'était très maladroit de la part de Tony Khan. Même s'il avait raison sur bien des affaires, CM Punk, je précise, là. Le problème, c'était pas le contenu, c'était le contenant, là. Fait que, mais pour revenir à Guevara puis Andrade, là, il veut retourner à AI. Ben oui, c'est marqué sûr. dans sa face. Sa femme est là. Moi, je pense que il va être releasé, mais dans sa release, il va avoir la même clause que Malachi Black, comme quoi que quand on te la donne, mais pour la durée de ton contrat, tu ne peux pas aller à la WWE. Ben, Malachi Black, lui, il dit que c'est un autre des sujets que je voulais aborder, parce qu'on a sauté 2 semaines. Malachi Black, il dit qu'il revient, lui. Il dit qu'il est juste en break. Oui, il dit qu'il n'a pas été releasé, lui. Fait que, voilà. Puis, là, on continue. On va faire du back and forth. C'est fait. C'est réglé. La prédiction de Steve, qu'il faisait depuis 9 mois, a finalement accouché. Et là, Bray Wyatt est de retour. Désolé si on divulgage quoi que ce soit. De toute façon, même si vous n'avez pas vu le pay-per-view, vous avez vu ça sur Twitter, ces médias sociaux. Bray is back. Puis, moi, j'ai pas vu Raw de cette semaine, par exemple. J'ai pas eu le temps. Je ne sais pas s'il y a eu un retour là-dessus. Mais ce qu'on peut vous confirmer, c'est que Bray Wyatt est de retour à l'AI. Et dans son personnage traditionnel, là, le fanal, puis tout le il est même annoncé sur le roster de SmackDown, finalement. Là, En fait, il est annoncé pour s'exprimer à SmackDown dimanche. Du vendredi. C'est ça. On l'a pas vu à Raw lundi. Ils l'ont mentionné. Mais c'est ça. Il est prévu pour être à SmackDown ce vendredi pour s'exprimer. Il y a bien du monde qui parle d'un storyline là, avec lui et le Bloodline pour les War Games. Ah, ça serait nice. Mais là, la question... Là, c'est correct, c'est réglé, on spécule là-dessus, ça fait des semaines, des mois. Mais là, la question, est-ce qu'il va avoir un rapprochement avec Braun Strowman? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça va nulle part depuis qu'il est revenu, là. Ça serait le fun. Moi, j'aimerais ça. Mais tu sais, il y a de quoi aussi là qu'il faut savoir là, sur le retour de... Puis là, je vais faire une supposition. Quoique, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est de même que ça s'est fait. Moi, je suis persuadé que Dominic Mysterio est une clause du contrat de Rey Mysterio. Mais figurez-vous, les boys, que Bray Wyatt, je sais pas si c'est une clause du contrat, mais Bo Dallas aussi revient. Bo Dallas est annoncé pour revenir à la WWE. Son frère s'est arrangé. D'ailleurs, d'un personnage qu'on voyait lors du retour de Bray Wyatt pendant Extreme Rules, il y avait Bo Dallas déguisé là, en lapin. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est une clause, je ne sais pas. Mais officielle. Ouais, mais Steve, il y a une différence gigantesque là, de comparaison que tu fais, là. Non, mais ce que... Bo Dallas, il a été champion à NXT, il a été over, il a été avec le B-Team, il a fait des affaires. Dominic Mysterio, il avait 0 millage, là, c'est pas pareil. Oui, ça, je suis d'accord, là, mais où ce que je voulais arriver avec ma comparaison, c'est que, tu sais, on dit, Braun, il pourrait peut-être être avec. Est-ce que Bray a demandé aussi, hey, j'aimerais savoir mon frère avec moi, ou whatever, tu sais? Ben, il pourrait, Oui, s'ils veulent partir de quoi contre la Bloodline, ils pourraient peut-être ramener Bo Dallas, Braun Strowman. De toute façon, tu peux pas ramener il est plus de ce monde. Puis Eric Rowan, il est à AEW, je pense. Non, c'est justement ce qu'il a dit dans un podcast cette semaine. Il a passé en entrevue puis il disait qu'il n'a jamais eu de contrat à long terme avec la AEW. Il était à l'apparition. OK. Bon, ben regarde, tout se peut. Parce que si tu veux, là, on s'entend, là.
Soyons logiques dans nos affaires. Les boys, là, bon, tu pars du principe que la Bloodline, c'est des monstres, OK? Ils sont en train de battre des records de longévité de champions par équipe. Pas Braun, mais Roman Reigns, c'est le top guy. Il n'y a aucune question. Numéro 1, PWI 500. Pas de problème. On est-tu d'accord que si tu veux amener quelque chose contre eux autres de crédible, ben, faut que tu ailles en tout cas, si c'est pas une faction en tant que telle, une stable, moi, ça m'énerve, je trouve qu'il y a trop de stable, mais tu sais, faut que ça soit au moins du monde, tu sais, un, qui en ait la même quantité, puis deux, ben, que ce soit des monstres eux autres aussi, puis là, tu l'as, là. Tu sais, t'amènes Rowan, Braun, puis Bray, là, tu commences à jaser, là. Oui, on commence à avoir du monde. Tu peux raconter une storyline qui fait du sens puis que tu peux dire ils ont des chances, là. Mais c'est pas les Street Profits qui vont péter la Bloodline, là, même si je les adore, là. Ah, ben c'est sûr que non, là. Fait que moi, en tout cas, moi, je vois ça d'un très bon œil. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que là écoutez bien ça. Là. Je regardais. Si vous n'avez pas déjà suivi cette chaîne-là, je vous invite à le faire. C'est Wrestling with Regret de Brian Zane sur YouTube. C'était écœurant. Puis, il a fait, parce que c'est l'anniversaire de la AEW, là, il y a quelques semaines, là, récemment. Il a fait, lui, il fait pas des top 10, il fait pas des top 5, il fait des top 8. Puis, il a fait le top 8 des pires erreurs de la AEW. Puis il a fait le top 8 des meilleures choses qu'ils ont faites. Mais je veux pas divulgacher, aller le voir, je veux pas y enlever des clics. Sauf que il y a une affaire que j'ai remarqué, par exemple. Le roster de la AEW a aucun bon sens. Il y a ben trop de monde. C'est malade. Ça n'a aucun espèce de sens, le monde qu'il y a là. C'est débile. Puis là, j'insiste... vous allez me dire, ouais, mais la I aussi, il y a plein de monde. Oui, ils ont 2 fucking shows. Puis je m'excuse, mais Rampage puis Dynamite, c'est pas la même affaire que SmackDown puis Raw, là. Pas la même affaire pantoute, là. Puis écoute, Martin, t'as tellement raison. Tony Khan, c'est un collectionneur comme moi. Moi, je collectionne les figurines. Lui, il achète les lutteurs. Ah oui, c'est Brian Zane, il appelle ça les wrestling toys. C'est comme si c'était des jouets. C'était comme si c'était des figurines pour lui, genre. Oui, il peut se permettre de les signer, de pas les faire lutter, puis quasiment s'en foutre. Ah, il peut... Regarde, là, je t'en donne un autre exemple. Il y a eu un match, je l'ai pas vu, il y a eu un match Wardlow contre Brian Cage. Tu sais, Brian Cage, là, c'est un esti de worker, ça, ce gars-là. Là. C'est un poids lourd qui lutte comme un luchador, là. Tu sais, il y a de quoi à faire avec ce gars-là sur le mic. C'est pas le Pérou, mais tu sais, bien correct avec un bon mouthpiece pis tout. Il sort de nulle part, il n'y a pas de build-up, il n'y a à peu près pas de storyline, pas d'angle, rien. Puis là, tu fais un match Wardlow contre Brian Cage. Tu sais, c'est pas de même que tu fais ça, là. Chris, bâtis quelque chose, là. Et puis le pays, ça aurait tellement pu donner un gros match de lutte, ça, là. Mais là. hein? Puis le match n'a pas été mauvais, là, de ce que j'ai compris, là, mais je l'ai pas vu. Je vous le dis, là, je suis honnête, je l'ai pas vu. Mais puis il en prend beaucoup de protéines, lui, hein, Cage. Oui, c'est ça. Il y a des saines habitudes de vie, je pense. Ah oui. Mais bon, en tout cas, pas mal intéressant. J'ai envie qu'on parle un petit peu aussi, les boys de Extreme Rules, parce que je veux savoir ce que vous en avez pensé comme pay-per-view. Moi, je vais vous répondre en premier. Moi, je pense que c'est un des bons pay-per-view que la I a fait depuis un bout. Ben, c'est un de ces pay-per-view-là, justement, c'est Lower Expectation, Higher Achievement. La carte est ordinaire. Mais le résultat est impressionnant. Ouais. Des bons combats. C'était super intéressant. Puis ils ont gardé les gens dedans toute la soirée. Oui, absolument. Puis encore une fois, alerte au divulgachage. Liv Morgan, son championnat de transition est terminé. Donc, c'est revenu à Ronda Rousey. Je sais pas qu'est-ce que sera la suite des choses. J'ai même pas le goût de spéculer là-dessus. On va laisser aller avec ça. Il y a une chose qui est sûre, par exemple. Autant je disais que Liv Morgan n'était pas prête à être une main eventer avec la belt, autant je pense que Ronda l'est pas plus. Là. C'est juste parce que là, du marquee value, mais moi, je suis pas impressionné. Autant je l'étais à son premier match avec Kurt Angle à Mania, autant à Star, j'ai l'impression que ça a stallé depuis. Moi, Extreme Rules, les gars, là, il y a des bons points, là. J'ai aimé l'Open Earth, le kit. J'ai tellement détesté le dernier match. Qu'est-ce qu'il faisait Daniel Cormier, là? Il n'a pas été impliqué dans rien.
Il me semble que si tu m'amènes... Ça a mis des fans de UFC devant TV, Steve. Ouais, mais moi, non, tu sais, je m'attendais à quelque chose. Qu'est-ce que Liberace a fait au premier Mania? Rien, il a dansé dans le ring, là. Ah non, mais je m'attendais à quelque chose. Edge, Finn Balor, correct, mais je pense que Edge est vraiment dans sa fin. Oui. Moi, j'ai vraiment aimé la performance de Bianca Belair. C'est la meilleure worker de la I, tant qu'à moi. Ah oui, puis que le monde dit ce qu'ils veulent. Les deux filles lors d'un match avec Bayley, là, ils ont volé le show. Ils ont été excellentes. Oui. Puis chapeau aussi Drew McIntyre, Karrion Kross, mais Kross, coupe-toi les cheveux, s'il te plaît. Ouais, tout le monde, il y a bien du monde, je regardais ça sur Internet, il y a bien du monde qui sont comme, qu'est-ce qu'il fait avec des cheveux? Ça marche pas, là, tu sais. Non, ça marche pas. C'est comme si Steve il allait lutter avec une perruque, ça marche pas, là. Ça marcherait pas. Ah, ben c'est ça, tu sais, le gars, il est trend, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est un bon pay-per-view dans l'ensemble, mais moi, j'ai juste pas compris encore pourquoi que Daniel Cormier a pas été impliqué de quelque façon que ce soit. Surtout que en début de match, il donne l'impression qu'il va être impliqué parce qu'il s'en prend physiquement au gars pour les séparer, puis finalement, non. Mais je donne à Riddle quel finish de fou. Puis surtout, je donne à Rollins d'avoir dit « OK, je prends ce shot-là ». Ouais. Ah ouais, c'était fou raide, là, c'est cinglé. Puis moi c'est le Lion's Den ou le Fight Pit ou whatever. Moi, je me rappelle du Mania dans lequel il y avait eu c'était Ken Shamrock, je pense, puis Owen. SummerSlam, c'est ça. Puis moi, je détestais pas parce que tu peux pas faire ça avec n'importe qui, là. OK? Faut que tu aies un gars de UFC, là. Sinon, c'est un rip-off, là, qu'est-ce que tu fais? Là, t'avais Riddle, fait que c'est parfait. À l'époque, t'avais eu Ken Shamrock, c'était parfait. Mais tu peux pas faire un match de même Ray contre Edge, là. Ça marche pas, là. Ça, si tu fais ça, t'es juste en train de faire du copier-coller, puis c'est cheap, là. Mais comme ça, moi, j'ai pas détesté ça pantoute, puis ça fait différent, puis ça fait une alternative à toutes les autres affaires, Hell in a Cell, puis toutes ces affaires-là. Moi, j'ai pas détesté ça, puis je m'attendais pas que Cormier, il joue un rôle, là, puis qu'il bump, ou whatever, pantoute. Moi, je trouvais que, au contraire, je trouvais que d'avoir un worker qui vient de ce monde-là, avec un gars qui ref qui vient de ce monde-là, ça légitimait le combat en lui-même, puis que Riddle le remporte aussi, je trouve que justement, tu sais, ça fait comme regarde, mais tu peux pas faire ça deux workers standard. Ça, c'est sûr. Si tu vas là, moi, je débarque là. C'est sûr, parce que là, regarde, c'est un peu cave, là. Puis, mais ça rouvre la porte à plein d'affaires, par exemple. Tu pourrais sacrer Bobby Lashley d'un match là-dedans, là. Ouais, tout à fait. Il a fait du MMA. Ben oui. Puis il a très bien figuré aussi, là. Ça n'a pas juste été... il n'a pas fait un CM Punk de lui-même, là. Regarde, en effet. Ça va être pas mal intéressant. Écoute, l'autre... pour en venir avec Extreme Rules, par exemple, on a fait le tour des combats, là. Ouais. Mais on a eu la relation de Demise avec Gritty toute la soirée aussi, là. Ouais. Ça, c'est... moi, je l'ai dit, j'aime ça qu'il y ait du backstage. Je trouve que ça rajoute de la couleur. Écoute, c'était très divertissant. Ouais, on était tous sûrs que Loomis, ça serait lui à mascotte. Et non, ça n'a pas été le cas. Avec un petit swerve de ce côté-là. Mais puis là, vous me parliez aussi, on a parlé hors micro un peu tantôt, mais on parlait de Bo Dallas, on parlait de Bray Wyatt, on parlait de tout ce qui est en train de tout ce qui est en train de se dérouler de ce côté-là. Mais on a oublié quelqu'un aussi, dont un en particulier qui va saler. Ben, c'est Elias qui est supposé de revenir dans les prochaines semaines. La barbe, il a poussé, tout est bien beau. Qu'est-ce qu'on s'en va avec ça? Pour une des rares fois, là, je pense qu'on avait vu ça avec Daniel Bryan, c'est les fans qui ont eu le dernier mot. Ouais, tu sais, okay. Là, ils ont essayé de nous rentrer Elias, Ezekiel. On a fait comme, prenez-nous pas pour des épais. Elias est revenu. Moi, j'ai hâte de voir. Écoute, Kevin Owens va-tu être impliqué là-dedans? Faudrait qu'il soit impliqué là-dedans.
Mais puis redonne-y une guitare, donne-y un mic, redonne-y la même gimmick. Oui, redonne-y le même setup. Moi, je suis 100% d'accord. Là, il était over. Pourquoi? On n'a plus rien pour toi. Puis comment ça, t'as rien pour lui? Le gars est over au bout, là. Ah non, c'est en plein ça. Et écoute, ça me fait penser à, tu sais, Vince qui était frileux de monter Daniel Bryan, que la foule finalement s'est rangée en arrière de lui. Ça me donne un peu cette impression-là. Ou un peu le Rusev Day. Tu sais, ça marchait, si tu coupes pas ça. Mais Elias, c'est ça. Rusev Day, ça marchait au bout aussi, c'est vrai. Moi, le gars, que tu me dises, il l'a pas. Non, c'est l'exemple parfait d'un worker. Il a de l'air d'un lutteur, son in-ring est bon. Puis en plus, il est capable d'avoir la connexion avec les gens. Mm-hmm. Moi, il me divertit. Tu sais, qu'est-ce qui a changé? Quelle variable a changé dans le retour d'Elias à ce qui marchait? Oui, il y a le monde, mais il y a Triple H, là. T'sais, parce que ça a bien beau, le monde voulait qu'il revienne, là, puis je pense pas qu'il y ait de plainte qui soit faite, mais il y a quelqu'un qui est en position de pouvoir et qui a dit « Fuck, c'est mauvais, là, aussi », parce que ça l'était mauvais, là, tu sais. Si ça avait été bon, quand même, que le monde aurait voulu revoir Elias, il serait peut-être pas revenu, tu comprends ce que je veux dire? La crédibilité qu'on peut attribuer à Kevin Owens pour essayer de nous rendre ça bon. Ah, même avec KO, ça marchait pas. Tout ce qu'il y a mis, toute l'énergie qu'il a mis là-dedans, c'était horrible. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ça a fini par nuire à Kevin aussi. Ben oui, parce que là, puis là, ben tu vois, ça c'est... Tu sais, t'as Sami Zayn là, qui roll avec la Bloodline, puis c'est intéressant, puis son T-shirt, pas hommage, mais son T-shirt honorifique, là, puis tout. Là, KO, ben tu sais, il a l'air d'être dans le poignet, j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu pogné dans le maelstrom de qu'est-ce qu'on fait avec, là, puis ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. T'sais, quand il était avec Chris Jericho, tout le monde savait qu'est-ce qui se passait avec KO, right? Quand ils ont revigoté la fiode avec Sami Zayn, tout le monde savait. Tu sais quoi, je pense, un des problèmes de KO, puis je dis ça avec plein d'affection puis de fandom, là. Il est trop bon dans tout. Fait que qu'est-ce que tu fais? Il est écœurant sur le mic, il est écœurant dans le ring, il est écœurant à tous les niveaux. Il est écœurant ses médias sociaux. C'est un MJF. Tu sais, c'est dans cette catégorie-là. Fait que qu'est-ce que tu fais avec? Chris, bouclé on top. Oui, je suis d'accord. Tu sais, c'est ça que tu fais, là. Le gars, il est entertainant au bout, là. Je trouve ça plate. Puis là, il est dans son prime, en plus. Il est totalement dans son prime, le côté âge, tout, là. Tout roule, là. Let's go, mettez-moi-les dans quelque chose, s'il vous plaît. En tout cas, moi, c'est ça, je pense. Là. Moi, KO, en ce moment, là, j'en salive, OK? Avec les promos que ça pourrait donner, puis tout ça, puis la violence d'une feud avec Bray Wyatt. KO contre Bray Wyatt, moi, ça serait le fantasme ultime en ce moment. Ben là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec Bray, là, tu sais, avant, tu sais, puis il faut qu'on voie Bray dans le ring aussi, là, faut qu'on voit comment, tu sais, il a quand même été absent un bout, là, il est pas parti 2-3 semaines, là. C'est quoi, 1 an et demi, 2 ans? Aussi longtemps que Strowman, ou presque. Ouais. Ouais, ça fait une bonne année, là. Ouais, 1 an passé, là, c'est pas au printemps de l'année passée, ça serait pas au printemps, genre 2021, donc 1 an et demi quasiment, là. Fait que, tu sais, je veux voir la ring shape, moi, là, parce que tu veux pas non plus que KO soit pogné pour le traîner. C'est clair. Ça, c'est un fait. C'est clair. Hey, les boys, une autre nouvelle qui possiblement pourrait faire ben jaser. Là, la WWE a annoncé son intérêt envers Chelsea Green. Puis, il y a eu... c'est l'épouse à Matt Cardona. Ouais. Cardona qui a avoué là, dans le média Métro qu'il n'était pas fermé à l'idée de faire un retour à la WWE, mais qui voulait rien savoir d'être Zack Ryder. Vous autres, là, on voit le banc là, qui grossit. On a les chums DJ qui sont revenus cette semaine. On a Wyatt et tout ça. Y a-t-il une place pour Cardona? NXT. Un bon worker, ça a toujours une place. C'est un bon vétéran pour NXT. Regarde la job que Ziggler a faite à NXT. Moi, regarde, je tasserais Angel, machin, puis l'autre, là, Humberto, là, puis je ferais une place à Matt Cardona, là. T'sais, ils font avancer aucune histoire. Ouais, ça, puis top modèle, machin, là. Parce que là, le banc commence à être long aussi à AI, là. Ouais, mais ils ont 2 shows, Steve, même 3.
C'est Ouais, pas pareil, là. Moi, je fais pas de comparaison. Je comprends qu'eux autres aussi... Regarde, on va te résumer ça. Puis, Moi, je pense qu'ils commencent à Cardona, penser... c'est un gars dans le show. Moi, je pense que si la I commence à ramener du monde, il faut qu'il en laisse aller. Oui. C'est juste ça que je c'est dis. sûr. Parce qu'il y a une place pour un Matt Cardona. Puis j'espère que Matt Cardona a de la bonne représentation puis qu'il y a un agent qui va s'occuper de ça. Parce que moi, je négocierais super serré. Là, je veux avoir un peu de leeway dans mes storylines. Puis je veux pas être Zack Ryder. Puis de la merch. Puis je négocierais serré. Tu veux me revoir? Tu me laisses tout, faire mes lives sur mes réseaux sociaux. Voilà. Puis, Exactement. Mets le logo de la I, je m'en sac, mais laisse-moi être Matt Cardona. Là, essaye pas. Puis s'ils disent oui, puis qu'ils reculent le truck de la brinque chez eux, c'est parfait. Là. Ah, ben oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Excellent. Hey, dernière nouvelle. Oui, vas-y. Dernière nouvelle, je vous emmène là-dessus. Je vous en ai parlé tantôt. Il y avait un invité spécial à une émission aux États-Unis qui s'appelle le L News. Le gars s'est autoproclamé comme étant le chef de la table de Rock. Il est en train de mettre la table pour un WrestleMania? Moi, en tout cas, je suis impressionné de sa présence en général à The Rock. Là. Ces médias sociaux, les affaires que je vois passer, le monde autour de qui gravite, tout ça. Mais j'espère que si ça se produit, ça va être un gros payoff, puis qu'après ça, c'est fini. Tu comprends, là? Construis le prochain The Rock, là. Ouais. Ben, je pense que ça serait un très gros payoff. Oh oui, non, mais oui, sauf que regarde, en même temps, tu sais, le deuxième de Rock contre Cena, là, c'était pas le premier, là. Je veux pas qu'il fasse 2 Mania, moins que ça, là. 1. Si tu termines ça là, puis si The Rock, il est comme je pense, puis il devrait passer le flambeau à Roman, là. C'est comme ça que ça marche dans le business, là. Ouais, mais ils nous l'ont fait tellement souvent, la WWE, là. Tu sais, regarde, on a eu 2 Taker, Sean, on a eu 2 Cena Rock, on a eu 2 Hogan contre André à WrestleMania, 3 et 4. Oh ouais, c'est pour ça que je dis ce que je viens de dire. Une fois, that's it. Une fois. Créer un événement, il se produit une seule fois. Oui, ça, je suis d'accord. Que ce soit Roman ou The Rock, le chef de la table, là, de toute façon, ça compte pas parce que la table, c'est Logan Paul, il l'a dit en point de presse. Ouais, ça, on n'en a pas parlé beaucoup, on reviendra là-dessus, là, mais effectivement, là, tu sais, moi, je suis impressionné par Logan Paul, sans joke, les boys. Sur le mic, puis tout, là, construire de la hype, puis des promos, puis de la patente. J'ai été impressionné par ce qu'il fait dans le ring aussi, à date. Je pense pas qu'il va aller à s'empirant, puis sur le mic, il est sauvage, là. Il est solide, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Bon, ben, les boys. Allez, Steve, t'as une chronique pour nous autres, toi, cette semaine, j'espère. Là. Moi, j'ai une chronique pour vous autres cette semaine, puis j'ai le goût de parler du scandale. Bon, ben écoute, on fait une très courte pause, puis on revient, puis on va parler du scandale. Tu veux qu'on fasse? So this goes to all my freaks out there! Big Papa Pump is your hookup! Holler if you hear me! Choisis, pour la chronique, choisis ton scandale. Steve, cette semaine, tu as choisi... Des scandales. Ben, tu sais, le monde de la lutte professionnelle là, a été plongé là, dans les derniers 18 mois dans plusieurs scandales. Tu sais, rappelez-vous Joey Ryan, Velveteen Dream, puis il y en a eu plein d'autres. Wow. Tu sais, mais on pourrait continuer longtemps, mais essayer de faire la chronique en 6-7 minutes, les gars. Fait que je vais arrêter non là. C'est ça, ouais. Mais ce soir, j'ai envie de vous jaser de rumeurs qui ont refait surface récemment. Cette fois, c'est des gars, les présumés victimes. Puis, mis à part leur version de ce qu'ils affirment, ça risque de mourir dans l'œuf. Puis, j'invite les auditeurs parce que je nommerai pas nécessairement le nom des présumés prédateurs. OK. Mais vas-y comme tu le sens. Tirer des conclusions. Je vous parle de ça à une époque où les rumeurs sont mortes dans l'œuf, mais là, ça refait de surface. Les fans de longue date, ils se souviennent probablement de Paul Roma.
Ben Paul oui. Roma, là, c'est un beau bonhomme, bien bronzé, bien musclé. Il était voué à une belle carrière à la lutte professionnelle. À WWE, il a été mis en équipe avec un autre beau bonhomme du nom de Jim Powers. Ensemble, ils formaient les Young Stallions. Par la suite, Roma a fait équipe avec Hercules, puis il s'appelait Power of Glory. Roma a quitté la WWE en 91 parce qu'il estimait qu'il manquait de visibilité, mais pour une raison bien particulière. Je vous donne un exemple bien simple. Dans les années 90, la WWE a été au cœur de plusieurs scandales. Il y a d'abord eu des allégations de stéroïdes, puis par la suite, une vague de scandales sexuels, alors que de nombreux membres de la WWF ont accusé 2 dirigeants puis un arbitre de harcèlement sexuel. Les noms qui ont circulé étaient toujours les mêmes. Certaines personnes qui ont affirmé qu'il fallait pas donner de crédibilité aux présumées victimes. Moi, je crois qu'on peut bien ramener les faits de ce qui a été dit. Puis, je suis pas là pour ouvrir une enquête ou pire là, pour brasser de la marde, mais simplement pour rapporter des propos tenus en entrevue récemment. Puis, Donc, dans Steve, un l'autre affaire, Steve, importante, 2 choses. 1, il y a certaines des allégations que tu vas... allégations, ou peu importe là, ce qui était discuté à l'époque, pour lesquelles il y a une de ces personnes-là qui est une personnalité du monde de la lutte bien connue, contre laquelle il n'y a eu aucune accusation, faut le dire. OK? Je vais en parler justement. Parfait. Puis l'autre affaire que tu oublies, parce que Paul Roma, oui, Jim Powers, puis oui, Power and Glory, puis tout le kit, mais oublie pas, ça a été un horseman, là. Ben, je m'en vais là, OK, Martin. parfait. C'est bon. Je pensais que tu faisais ton setup avant. Je m'excuse, je te laisse aller. Donc, dans une entrevue à l'époque avec John Clark du Wrestling Flyer Newsletter, la question suivante a été posée à Paul Roma. Est-ce que Monsieur X, parce que je vais l'appeler Monsieur X, t'a déjà approché de manière sexuelle? Paul Roma a dit oui. Que c'était effectivement arrivé alors qu'il se trouvait chez le dirigeant de la WWF en question. Qui était là avec certains de ses amis puis d'autres personnes influentes que Paul Roma connaissait, que pendant la soirée, M. X est assis à côté de lui sur le sofa, puis a commencé à y expliquer que s'il y avait des relations sexuelles avec certaines personnes cadres de la compagnie, que sa carrière avancerait. À cette époque-là, M. X a fini par quitter de lui-même la WWE, mais il est revenu dans la compagnie à la demande de Vince McMahon parce qu'il n'avait pas été accusé de rien. Est-ce que je suis au courant de quelque chose là-dedans? Non, mais je peux vous garantir que ça a été un running gag, ça en est encore un d'un locker, que dans le milieu des années 90, début 80, même au Québec, il y avait un running gag qui disait que si tu voulais un break aux États-Unis, si tu voulais avoir ta chance, il fallait que tu te mettes à genoux. Je vais te dire pire que ça, puis si vous êtes avec les enfants, là, ça devrait passer correct, là, mais il y avait même un surnom. Les Ring Boys, là, le crew qui montait le ring là, à WWE dans les années 80, là, sais-tu comment ils les appelaient? Comment? Le Cream Team. Oh! Ça, si vos enfants ont entendu, ça là. C'était des marchands de crème glacée. Bon. Puis pour revenir à l'entrevue, Paul Roma, il explique que s'il avait accepté les propositions, Power and Glory serait devenu champion par équipe. D'ailleurs, il y avait un running gag entre Hercule puis Paul Roma, puis ça n'en dit long, parce qu'à la blague, Hercules disait souvent à Roma qu'ils sont passés à quelques pouces d'être champion. Tabaslac. Toujours dans sa confession, Paul Roma explique que son partenaire Jim Powers, à l'époque des Young Stallions, avait même été approché sexuellement de la même façon que lui, mais que Powers, lui, avait démissionné. Ouais, puis Powers, il avait été vocal à l'époque même à propos de ces allégations-là, je pense. Ben, c'est ça, parce que puisque je parle de Powers, là, lui, il a raconté qu'en 90, qu'il était sa route pour la WWF, puis qui était dans sa chambre d'hôtel à Buffalo. Il prétend avoir reçu un appel d'un road agent pour l'inviter dans sa chambre, mais qui a refusé. Le lendemain, il était à Toronto
Powers, il était dans un bar, puis le même road agent l'a approché de nouveau pour l'inviter encore dans sa chambre. Selon les dires de Powers, l'agent lui a demandé d'aller dans sa chambre, de s'allonger sur le lit, de regarder un film porno, puis que l'agent allait s'occuper de lui. Powers a refusé, puis après ça, il a été 2 mois sans être rebooké à la WWE. Est-ce que ces deux histoires-là sont véridiques? Je ne sais pas, j'étais pas là, mais l'histoire est revenue. Toujours dans le même ordre d'idée, on va parler du cas de Barry Orton. Pour ceux qui se posent la question, Barry Orton, c'est le frère de Cowboy Bob Orton, puis c'est l'oncle de Randy Orton. Lui, il luttait sous le nom de Barry O. Oui, puis si on se rappelle de son move, là, les bras dans les airs en forme. Les bras dans les airs. En 92, il a participé à l'émission de Phil Donahue Show au côté de Billy Graham. C'est ça. Aux côtés de Billy Graham, de Bruno Sammartino, puis de plein d'autres workers, pour exprimer leur inquiétude concernant le harcèlement sexuel dans l'industrie de la lutte. Vince McMahon était également présent dans l'émission pour se défendre puis défendre sa compagnie en raison de ses opinions virulentes contre la WWE puis du harcèlement sexuel qu'il disait avoir. Barry O, il a été blacklisté de la liste à Vince McMahon. Il pouvait plus mettre les pieds à la WWE. Selon Barry O, en 78, lors d'un voyage entre des spectacles, alors qu'il était employé pour une faction de la NWA, Barry O voyageait avec un booker de la société du nom de Terry Garvin. Pendant le trajet, Garvin a demandé à plusieurs reprises de recevoir des gâteries, parce que je vais épargner le mot, offre qui a été refusée par Barry O. À l'époque, il n'en a pas parlé de l'incident. Cependant, lorsque des histoires ont éclaté plus tard, selon lesquelles Garvin était impliqué, puis lui, il travaillait rendu là à l'époque que les histoires ont sorti, il travaillait à la WWF. Ouais. Orton a présenté sa propre histoire pour étayer là, les allégations portées contre Garvin. Pour ce qui est de l'autre agent en tant que tel, son nom a sorti publiquement. Si vous voulez savoir c'est qui, faites vos recherches. Ça fait 3 ans qu'on dit ça. Faites vos recherches. Ouais, faites vos recherches. Faites-les ce coup-là parce que je peux pas accuser ou nommer le nom d'une personne alors qu'il n'a jamais été accusé. Ce que je sais, cependant, c'est que dans l'histoire de la lutte, il y en a eu des gars qui ont été harcelés. Ben oui. Puis il y a eu, faut dire aussi, là, je veux pas hijacker ta chronique, Steve, mais à la même époque, on se souviendra, il y avait... c'est parce que je veux le nommer puis que je suis fatigué, mais... La fille du mentor, d'un des mentors de Jim Ross, qui avait le territoire en Oklahoma. Leroy McGurk. Il y avait une fille, ça a été la première femme arbitre à la WWE. Elle s'appelait Mike McGurk. C'était une fille, mais elle s'appelait Mike. Son père l'appelait Mike. Son père s'appelle Leroy McGurk. Et ça a été un shooter de la même trempe là, que Strangler Lewis, tout ça, un peu après. Et il a perdu l'usage de la vue. Il était atteint d'une maladie, il est atteint de cécité. Et par respect pour les old-timers, puis tout ça, puis parce qu'elle était bonne, elle a été engagée. Puis elle fait partie des gens qui ont eu... Elle ne peut plus en parler de cette histoire-là. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Mais il y avait eu des allégations de la part de Vince d'agressions sexuelles qui se sont réglées hors cours dans une entente à l'amiable. Puis elle n'a pas le droit d'en parler, là. Puis, juste pour aller dans la même veine, là, je sais pas si tu t'en vas là, je suis désolé, arrête-moi au pire. Non, je m'en vais plus nulle part. OK, parce qu'il faut aussi parler de Sable, Rena Mero à l'époque, qui avait intenté une poursuite, je me souviens plus de combien de millions, là, c'était capoté, là, 50 millions, je sais pas trop. Et il y a eu également un règlement hors cours dans cette situation-là, duquel elle ne peut évidemment pas parler. On est d'accord là-dessus, là. Fait que, écoute, c'est juste basé sur les quelques histoires que tu as racontées là. Tu sais, moi, je suis pas gêné de le dire. Le nom de Terry Garvin, il est sorti à plein de reprises, là. Surtout dans l'histoire du Cream Team. Désolé, là, c'est une image un peu morbide, là, mais en tout cas,
Mais c'est ça. Puis ça, ce gars-là a longtemps fait partie. Il y en avait un autre aussi, qui était un annonceur. Son nom de famille, c'était Phillips. C'est un Afro-Américain, mais je me souviens pas de son prénom. Puis c'est pas Sean Phillips, là. Sortez-moi pas le chanteur, là. Mais lui ici, puis c'était un fétichiste des pieds. Puis il y a eu plein d'histoires dans les années 80 d'affaires qui se passaient backstage avec le ring crew, puis les gens, les jobbers, puis les mid-carders. Il y en a eu plein des histoires, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, qu'est-ce qui est vrai du faux, ça, c'est pas nous autres d'en déterminer, là. On vous parle de qu'est-ce qu'on a entendu. Steve parle de ce qu'il a entendu. Mais moi, je te confirme que j'ai entendu toutes ces affaires-là. Il y a eu un annonceur aussi qui est passé à Phil Donahue qui mentionnait qu'il avait reçu des propositions indécentes de gens qui faisaient partie de l'administration, puis des road agents, puis tout le kit. Fait qu'il y en a eu plusieurs, là, des histoires comme ça. Et particulièrement du côté de la I, parce que il y a eu toutes sortes d'allégations aussi du côté de la WCW, mais c'est plus, il y a eu des poursuites qui ont été intentées pour ségrégation, racisme, des affaires comme ça, qui avaient des workers puis des employés qui bénéficiaient pas des mêmes chances que tout le monde. Puis ça, ben ça a été débouté en cours puis tout ça. Mais regarde bien, là, t'as pas besoin de savoir s'il y a eu des poursuites d'intentées. Le premier Afro-Américain qui a été champion du monde à la lutte, c'est Ron Simmons à WCW, alors que c'était Bill Watts le booker. OK? Sais-tu combien ça a pris de temps après pour que ça se reproduise? Ah, des années et des années. Le gars d'après, tu sais qui? C'est Ron Killing, c'est R-Truth. Ouais, à Impact. Ça a été peut-être 20 ans plus tard, je veux pas exagérer, d'en rajouter, d'en enlever, mais c'est fin des années 2008-ish, là. Fait que ça a pris un autre 18 ans. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a du racisme ou est-ce qu'il y avait du racisme dans les différentes promotions de lutte? Ben oui, il y en avait, voyons. Bobo Brazil, tous les Afro-Américains avant ça, là, qui remplissaient des arénas. Junkyard Dog à NWA. Jamais eu de ceinture. Puis les premiers par équipe, ça a été Rocky Johnson puis Tony Atlas qui ont battu les Samoans. Il y a eu des Samoyens qui ont été champions par équipe avant des Afro-Américains dans WWE. Écoute bien, là. Ouais. Puis c'est rien contre les Samoyens, là, quand je dis ça, là. Ça n'a rien à voir, là. Mais, tu sais, il y a eu des workers extraordinaires qui ont été présents, qui étaient Afro-Américains, puis qui n'ont jamais eu de break significatif, là. C'était des main eventers. Ils remplissaient des arénas, mais ils lui donnaient pas de ceinture. Parce que avec la ceinture vient la paye de la ceinture. Fait que voilà. Fait que c'est un très bon sujet, ça, Steve. La semaine prochaine, parce que là, je vois que le temps avance aussi, puis on va essayer parce qu'il va y avoir pas mal de poutine aussi dans le close cette semaine, des affaires à vous dire. Mais évidemment, on n'a pas touché à ça dans les actualités, puis on va pouvoir en parler là. Mais on a appris évidemment le décès d'une légende absolument internationale, planétaire du monde de la lutte, bien sûr, Antonio Inoki. On va lui rendre hommage comme il se doit dans les prochaines semaines. On fera un topo là-dessus, bien sûr, mais moi, je vais vous dire l'affaire qui m'impressionne le plus de tout d'Antonio Inoki, OK? Oui, c'est le fondateur de New Japan Pro Wrestling en 72. Oui, il a été entraîné par la légende Ricky Dozan, OK? On sait tout ça. Savez-vous c'est qui le gars qui a envoyé négocier avec Saddam Hussein pour libérer des otages japonais du Koweït? Antonio Inoki, man. Ben non! Ben oui. C'est un politicien aussi. Ça. Ah ben oui, c'est vrai. Faut-tu que tu aies un set en stainless? Hey, c'est quelque chose, là, Inoki. Puis, tu sais, Martin, il y a une autre affaire d'Inoki qui est tout de même assez impressionnant. Encore aujourd'hui, par plusieurs, Inoki est considéré comme le fondateur des arts martiaux mix. Ben, oui puis non. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire que c'est Ricky Dozan avant, parce que c'est lui qui l'a formé, puis tout ça, puis que ça ressemblait beaucoup à du puro-ressu, là, je me souviens pas le terme exact. Mais la raison pour laquelle ils disent ça, c'est le combat en 76 avec Mohamed Ali aussi, parce qu'il y avait deux styles qui s'affrontaient, puis apparemment, c'était shoot, là. Ouais, ben c'est que Ali voulait pas perdre contre Inoki. Inoki voulait pas perdre contre Ali. Et Inoki, lui, dans toute sa splendeur et son intelligence, il a dit, ben, je sais ce qu'on va faire, on va se battre pour vrai. Ben, voilà. Hey,
T'as Mohamed Ali devant toi, là. Ben oui, puis à son prime, là, oublie pas ça. Là. Oui! Non. C'est Antonio Inoki, c'est un homme très important. C'était une personnalité. Regardez, j'ai toujours dit ça. Je vais l'expliquer de la même façon. Antonio Inoki, pendant des années, ça a été le Hulk Hogan du Japon. Antonio Inoki pouvait pas se promener dans la rue puis pas être reconnu par absolument tout le monde. Ça a été lui le premier champion IWGP, c'est lui. La lutte au Japon, c'est Antonio Inoki. Oui, il y a eu Giant Baba, là, puis tout, puis ils ont déjà été partners ensemble, puis après ça, ils se sont pognés, puis tout, mais Antonio Inoki, il a été politicien, il a été lutteur, il a fait des arts martiaux mix, c'est un vrai de vrai, là. Puis ceux qui se demandent pourquoi il s'appelle Antonio, ben c'est parce qu'il tripait sur Antonino Rocca. Puis c'était en hommage parce qu'il s'appelait Kenji Inoki, je pense, une affaire comme ça. Fait que, tu sais, ça n'aurait pas scoré ben international, là, en tout cas dans sa tête, probablement. Puis, il a été champion de la WWF à une certaine époque, mais ça n'a pas été entériné par la WWE. C'était juste pour avoir un pop au Japon. Il a redonné la ceinture, il a dit « OK, c'est beau », mais il a battu Hogan au Japon, là. Non, c'était Backlund, je pense. Backlund, oui, t'as raison. Même... je me demande même si... En tout cas, oui. Ça ils ont jamais battu. Il a battu Hogan au Japon, mais c'était pas pour la ceinture. C'est quand Hogan s'est poussé parce qu'il était en maudit à cause de Rocky 3. Là. Parce que je sais que quand Inoki était au Japon, a battu Backlund, le titre n'était pas... a jamais été reconnu, ce changement de titre-là, non. À part quand il est décédé, Corey Grave a réellement dit la semaine dernière que Inoki avait déjà été champion de la WWE. Oui, puis il est au Hall of Fame aussi de la I depuis 2010. C'est une figure marquante, mais on va aller, on fera un lutteur old school, tiens, quand sera venu le temps de rendre hommage à ce grand monsieur-là. Vas-y, mon JC. Écoute, c'est une nouvelle qui vient de sortir pour les tapings de AEW Dark Elevation à Toronto. Les gagnants de Lutte Academy ont lutté pour les tapings. Jérémy Prophète, en équipe avec Jessica Black, qui a lutté sous le nom de Jessica Leary. Ça serait incliné contre Kip Sabian et Penelope Ford. C'est la conjointe. OK. Mais ils ont lutté. Tu parles d'une affaire, toi. Ah ben, hey. Ils ont lutté. Ben, voyons donc, toi. Ça s'est passé pour de vrai, là? It happened! Hey, je suis content, moi. Ben oui, moi aussi. C'est une belle affaire. Très content. Très content. Ça veut dire que peu importe, là. OK? On tombe pas dans le conspirationnisme ici, mais peu importe le système de votation, peu importe qu'est-ce qui s'est passé à Lutte Academy, peu importe, moi, ça m'indique que, les choses qui ont dit qui étaient pour se passer se sont passées, de 1. Et de 2, le système de votation a fait en sorte que ceux qui ont gagné, ils ont vraiment lutté à AEW, là. Il y a un respect de ce qui avait été avancé. En tout cas, là, de ce qu'on en sait, là, ça a l'air de venir de rentrer, là, mais bien content, moi. Bien content. C'est ça, ça a été. Ils ont fait les tapings de Elevation puis de Dark, puis c'est ça, ils ont lutté là. Excellent. Il y a Junior Benito aussi, qui est le lutteur québécois, qui a lutté aussi lors de l'événement. Hey, j'ai lutté sur le même show que lui à Gatineau le 1er octobre. OK. Pour vrai, les gars, retenez ce nom-là, Junior Benito. Il manque un peu de coffre, c'est un jeune. C'est le prochain nom qui va être partout ses lèvres au Québec. Bon, encore de Steve Prédiction Sauvé qui vient de le dire. Voilà. Hey, moi, je vais vous faire une prédiction, les boys. Savez-vous c'est quoi? Qu'on s'en va à Scrapomania. Ouais. Puis qu'on fait ça drette là. Yeah. And what you gonna do when Scrapomania run wild on you? Vous pompez encore, hein? C'est tellement bon. Écoute, ça sort de son ordinaire. Oui, c'est sûr. Hey, parlant de sortir de son ordinaire, là, m'a dit de quoi, là, je préparais tes slides, là, tout à l'heure, là, JC. Sacrement. Hey, préparez-vous, le monde, là, parce que là, vous allez voir. Écoute, moi, c'est pas une affaire de lutte, là.
Ce que je m'apprête à dire là, ça n'a rien à voir avec la lutte, OK? Ce sont les peluches les plus laides que j'ai jamais vues de ma vie. Définitivement, jusqu'à ce que j'en trouve d'autres, Martin. Ouais, je comprends, là, mais regardez ça, là. C'est hallucinant. Hey, il a fallu, celle du milieu, là, tout le monde, là, il a fallu, je demande à JC, c'est qui ça? Ouais, c'est exactement ça. Ah non, c'est épouvantable. Hey, Earthquake, John Tenta, Macho Man, les Road Warriors, oh my God. Je les regarde, c'est tellement horrible, on dirait des cochons. Ben oui, c'est vrai ça, je m'en allais dire. Hawk, il a l'air d'avoir un nez de cochon qui saigne, ou la langue qui est sortie. Ça n'a aucun sens, là. J'espère qu'ils en ont, j'espère qu'ils en ont remboursé plus qu'ils en ont vendu. C'est infect. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi Earthquake? Y a-tu déjà été assez populaire pour avoir un toutou? Ben, il y a eu un toutou d'Earthquake. Ça se passe. Il y a eu une fiode avec Hogan, pareil au début, là. Mais les Natural Disasters, ils ont été populaires. Aussi, ouais. Mais ça, là, John Tenta, là, à un moment donné, il faudrait qu'on en parle, parce qu'il est vraiment pas chanceux, ce gars-là. Je voulais raconter l'histoire de son tatou. John Tenta, il a étudié à l'Université de Louisiane. Puis l'alma mater, l'animal là, de toutes les équipes, là, je pense que c'est les Tigers. Là. Puis il y avait un tigre sur l'épaule. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait vraiment un tigre. Là. Un autre qui a la même affaire, c'est Big Show. Même affaire, le même tigre. Puis, fait que là, il se fait releaser de la WWE. Il est revenu plus tard là, avec son personnage de Gorga, là, je sais pas trop, là, les Oddities. Là. Mais là, il s'en va à WCW. Là, ils peuvent pas l'appeler l'Earthquake. Ils peuvent pas l'appeler un désastre naturel, tu sais, parce que... Fait que là, ils décident qu'ils vont l'appeler The Shark. Ils font mettre des cossins d'épais, une espèce d'aileron sur la tête, tout le kit. Puis là, ben lui, il veut tellement que sa gamique elle marche puis que ça fonctionne qu'il se fait tatouer par-dessus son tatouage de tigre. Tu commences à durer de temps, cette gamique-là? Genre 3 semaines. Ah, c'est épouvantable. C'est pas Dungeon of Doom, ça? Il est quasiment aussi malchanceux que Sting. Mais lui, c'est pas pour la merch, à part ce toutou-là. Mais justement, on va y aller à Sting. Parce qu'encore une fois, Sting, vraiment, c'est une victime du marchandisage de marde de la WCW. Et là, vous voyez, là, il y a la bebelle, puis à côté, il y a la cossin, entre Sting, la photo, puis la bebelle, il y a des pitons. C'est quoi ce cossin-là, JC? Ben, c'est exactement le même cossin qu'on avait avec Hulk Hogan il y a une couple de semaines. C'était un jeu vidéo. Tu trouves pas ça... C'est exactement ça. Toi qui es un grand collectionneur pis tout, là, tu trouves pas ça creep d'installer un jeu vidéo dans une figurine pis de voir ton kid qui a une figurine dans les mains en train d'y peser sa bédaine pis dans le bout du Switch? Ben, déjà là, les jeux vidéo à petite échelle comme ça, j'ai jamais trouvé ça super intéressant. Mais de transformer Sting en Teletubbies, parce que c'était une époque aussi où les Teletubbies étaient assez populaires, là, la TV sur la bédaine pis tout, là. Mais, non, écoute, moi, je vois rien d'intelligent là-dedans. Il y en a eu d'autres. Là. Le premier, j'avais sorti, c'était Hulk Hogan. Il y en a eu d'autres. Ils en ont fait 5, 6. Il y a Goldberg comme ça. C'est les Teletubbies de WCW. Dégueulasse. Dégueulasse. Puis là, ben, on continue, bien sûr, notre déclinaison, n'est-ce pas, de ce Scrapamania. Et là, ben, écoutez... On a tout vu. Hein? On commence à en avoir vu en Simonac. Là. On va avoir vu des frisbees. On va avoir vu des running shoes que tu peux faire chauffer tes pizzas pochettes dedans. On a vu toutes sortes de cossins. Mais on a écouté Obey Your Parents. Oui, exactement. Mais là, ce qu'on s'apprête à regarder, c'est une affaire, ça, qui a toujours fait fureur dans la merch. Et là, ben, je parle bien sûr des petites veilleuses, n'est-ce pas? Alors, ben, ils sont cute, pareil. Oui, ça, c'est pas pire. Faut l'admettre. Tu sais, moi, je les ai mis en chronique cette semaine. Parce que, bon, c'était peut-être mal moulé, peut-être un petit peu mal dessiné, mais l'intention est là. Moi, je trouve que le produit est cool. Oui, puis c'est sûr que j'attire votre attention sur la bouche de Hulk Hogan. C'est ça a l'air d'être la dernière affaire qu'ils ont dessinée. Exactement, pas de Caribelda. Ouais, c'est pas là que... je vous dirais que c'est pas là qu'ils ont nécessairement mis le maximum d'efforts artistiques, là, on va se le dire, là, même crissement pas. Continuons. Saviez-vous ça, vous autres, chers abonnés et chers fans du Carré-Rond et de lutte old school, que des Light Bright Wish qui n'ont pas d'électricité, ça existe,
Et qui de mieux pour essayer de marchandiser ça que, bien sûr, Hulk Hogan, le Sparkle Art, pas d'électricité. Exactement, Martin. Ça, ben, c'est comme des petits carrés d'aluminium, tu sais. C'était classé par numéro. C'était un peu comme la peinture à numéro, Ouais. mais version Light Bright, pas d'électricité, justement. Ben, JC, c'est un rip-off de Bright Light, pas de plug, là. Oh, ouais, carrément. Tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, j'en ai eu un Light Bright, puis je tripais ma vie bien raide là-dessus, là. Ouais, en effet. Moi, j'aime la gold chain qu'ils ont mis sur l'image, par exemple. Je trouve qu'elle est bien faite. Mais ceci dit, c'est ça. C'est un produit. Moi, j'aime ça quand la WWF ou la WWE essaie de mousser la créativité des enfants puis de faire un peu d'artisanat. Moi, je trouvais ça cool pareil. Ouais, c'est sûr que, sachant ce qu'on sait maintenant au sujet d'Hogan, c'est sûr que, bon, l'artisanat, c'est peut-être pas à quoi il pensait tout le temps. Et là, écoute, ça, là, tu sais, à un moment donné, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse un top X là, de top 10, peut-être à la fin de l'année ou quelque chose, là, tu sais, des pires cochonneries là, de Scrapamania. Et moi, je peux déjà vous assurer que ce masque de vidange va y figurer. J'ai failli le faire puis dire, trouvez-moi c'est qui le worker. Regardez ça, toi. Regarde ça, le beau masque. Je sais, tu m'en avais donné un autre qui n'était pas du même worker. Je ne l'ai pas mis, JC. On le mettra une autre fois, là. Je sais. OK. Mais regardez la cochonnerie de masque qu'ils ont fait de Goldberg. OK. Bon, Martin, je t'arrête en partant. C'est pas un masque. C'est un head basher. C'est pas pour porter, c'est pour frapper dessus. OK. C'est encore pire d'abord. Parce que moi, je me disais, OK, au pire, là, c'est parce qu'il n'y a pas de face dedans. Il doit prendre sa shape, le masque. Mais c'est encore plus en dessin. Moi, les gars, là, cette grosse boule à qui? les gars, celui qu'on voit qui est vraiment de côté, là, moi, le nez me laisse perplexe. Ouais, moi aussi. Il y a bien des affaires qui me laissent perplexe sur ces images-là, moi. Bon, ben, c'est moi le maillet. C'était pas un masque. C'est un head basher, mais c'est encore plus cave tant qu'à moi, parce qu'il n'y a aucune ressemblance avec la personne sur qui tu es supposé te fesser de 1. OK? Puis de 2, ben. Il n'y a pas de 2, c'est juste mal fait. Écoute, les oreilles dessinées sur le côté, puis tout en partant, c'est lettre. Bon, c'est lettre voilà, d'un bout à Fait l'autre. que je me suis fait avoir, bon, appelez la police, envoyez-moi des mises en demeure. Mais ça, par exemple, sur ce patente-là, ça, je peux vous dire que je me fais pas avoir parce que, encore une fois, Sting se fait ridiculiser par de la merch. Puis là, ça, ce que je comprends, là, c'est que ça devait être une affaire qui criait, là, ou qui rugissait, là, ou quelque chose de même, là. Exactement. Il y avait une petite plateforme, tu mettais les figurines qu'elle avait avec. Puis là, à ce moment-là, il s'exprimait en rugissant, en hurlant, en faisant des onomatopées, va donc savoir. Puis là, ben, tu peux l'essayer. Mais moi, c'est vraiment l'expression faciale du personnage qui m'a attiré là-dessus. Oui, on sait à quoi tu fais référence. Peut-être s'agissait-il d'un membre du Cream Team. Peut-être aussi. Bon, je change de sujet. Et là, ben, on va finir ça avec de quoi que j'ai trouvé brillant. Je suis sûr, toi, avec. C'était intelligent. Écoute, je n'avais jamais vu ce T-shirt-là avant. Ouais. Je ne l'ai jamais vu avant. Fait que si on a des fans de 420 là, ici, ben vous êtes probablement des fans de RVD aussi. Regardez bien le T-shirt que l'AI dans le temps de l'Attitude Era avait sorti. C'est brillant. Nobody gets higher. Écoute, c'est tellement vrai dans tous les sens du terme. Et voilà, ben oui. RVD, c'est probablement un des workers les plus 420 friendly de l'histoire de la lutte, là. Puis sans s'en cacher jamais, là, tu sais, écoute, là, il y a même... je l'ai vu dire quelque part que quand il a fait son speech d'acceptation de son intronisation au Hall of Fame, il était gelé, là. OK, fait que... Bon, ça me surprendrait pas. Mais tu sais, on peut... Écoute, non, c'est un bon coup de marketing. Oui, absolument. Très bien fait, très, très bien fait. Et, ben voilà, chers amis, hein, vous le savez comment... moi, en tout cas, c'est vraiment un de mes bouts préférés du Coréron à Scrapamania. Et avant qu'on revienne pour présenter les deux tunes, ben moi, ça me tente de faire plaisir à mes chums. Fait que on se le remet, puis on vous revient.
And what you gonna do when Scrapamania run wild on you? Avant qu'on revienne, évidemment, pour le close, ben vous le savez, hein, on a le segment Les Deux Tounes. Puis, écoute, cette semaine, la sélection était très facile. Puis, en plus, c'est 2 bonnes tounes. Mais la première sélection, c'est Bray Wyatt, bien sûr. Et le thème, là, c'est pas The Fiend, là. C'est le Bray Wyatt fanal et tout ça. Je me souviens même pas du titre. Peut-être tu te rappelles de ça, toi, JC. Je me rappelle pas de... Attends, non, je l'ai pas loin. Je l'ai pas loin. Cherche pas pour rien. J'ai ça de site. Ça s'intitulait Live in Fear. Vivre dans la peur. Et évidemment, ça va être suivi parce que nous sommes dans une période particulière, les amis, parce que nous célébrons en ce moment, en fait, c'est cette année, les 25 ans d'existence, n'est-ce pas, de D-Generation X. Toute incarnation confondue. Et ça rajeunit pas les boys qui étaient là-dedans, ça, c'est clair. Mais écoute, on commence ça avec Live in Fear de Bray Wyatt, bien sûr. Puis on va finir ça avec un cover, n'est-ce pas, de Are You Ready? Qui écoute ça là, avec Hogan, Ultimate Warrior, une coupe d'autres, Macho Man, puis une coupe là, c'est une icône de la musique de la WWE, là, particulièrement, évidemment, Attitude Era, il n'y a rien qu'à côté ça. Hey, non, mais ça popait-tu quand ça startait? Ouais. C'est vraiment une excellente tune. Fait que c'est ça pour cette semaine. Live in Fear, Are You Ready? Puis on revient pour le close, chers amis. Merci d'être là, puis restez avec nous. Catching flies in his mind.
to do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down. Degenerate into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. That's the breaks, boy. Yeah, that's the breaks, little man. Break it down. Think you can tell me what to do? Know who you're talking to? Well, you better get used to the weight of all bounces and see what you got in measures and ounces. But that's the breaks, boy. Yeah, that's the breaks, little man. Break it down. Think you're a big man? Treat you like you're a little man. Yo, tell me what it's like to be half a man. It must break your heart to see what I am. But that's the breaks, boy. Yeah, that's the breaks, little man. Break it down. Think you can tell me what to do? Know who you're talking to? Just stop wanting me to be someone else. You can be like a book on a shelf that you can read, boy. Yeah, that you can read, little man. Break it down. Austin 316 says I just whipped your ass. Il y a quelques semaines, on devait faire... ça a donné un bon segment quand même, mais nous avons confondu ce qu'étaient les finishes et les finishing moves, qui sont deux choses très distinctes. Alors, on vous a présenté un peu à brûle pour point comme ça le top 5 de nos finishing moves qu'on détestait le plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top 5 qui va traiter plutôt des finishes de combat les plus épais. OK? Toute catégorie, toute fédération, toute catégorie, aucune importance. Et puis, il y a certains finishes aussi qu'on va peut-être considérer pas bons, mais qui fondamentalement sont bons. Ça peut être la conséquence que le finish a eu et tout ça. Alors, tiens, pour enlever un peu de pression à mes chums, je vais commencer moi-même avec number 5. Ben moi, mon numéro 5, je ne serai pas très original parce que ça va être le Montreal Screwjob. Pas parce qu'il s'est mal déroulé, parce qu'il s'est déroulé exactement de la façon qu'il était supposé de se passer, n'est-ce pas? Tout s'est passé à la perfection. Tout ce qui devait se passer s'est passé des personnes concernées. Mais évidemment, moi, je considère que peu importe comment vous me présentez la chose, ça a sonné le glas de la carrière de Bret Hart. Pas de faire de l'argent, parce qu'il en a fait en salle après là, à WCW, mais parce qu'il s'est retrouvé dans une fed qui n'était pas capable de le booker, qu'il l'a booké dans des hosties-niaiseries, puis que, tu sais, NWO, pas NWO, des plaques de métal, des Bill Goldberg dans des... Mais d'un autre côté, ça a eu aussi la conséquence, et sans revenir là-dessus, là, en plus on arrive au mois de novembre, là, mais ça a eu aussi la conséquence de ramener à la vie ou presque la WWE avec bien sûr Mr. McMahon, puis l'ascension, si on veut, de Stone Cold Steve Austin, qui était... Tout s'est passé
ça a été la tempête parfaite, dans le fond. Alors, je continue ça avec mon chum JC, number 5. Ben, tu vois, numéro 5, moi, j'ai un autre Montreal Screwjob. C'est pas le même. C'est à Breaking Point en 2009. L'Undertaker défend le World Heavyweight Championship contre CM Punk. Puis Vicky Guerrero arrive, puis ils refont le même concept du Screwjob. Puis juste de l'avoir réutilisé, je trouve ça de la merde. C'est cheap, moi, ouais, c'est ça. Allez, on continue avec notre Steve, number 5. Mon numéro 5, les boys, là, écoute, je sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Ça se passe à WCW. C'est Jeff Jarrett contre Hulk Hogan. Ben ouais, Bash at the Beach. Ouais. OK. Mais c'est la naissance de Booker T après. Bash at the Beach 2000. Puis on la racontera éventuellement, cette histoire-là, parce que c'est 1 heure à raconter, là, mais tu sais, c'est Hulk Hogan qui a le contrôle créatif, c'est Vince Russo, Eric Bischoff qui se cognent la tête ensemble au créatif de la WCW. Mais effectivement, c'est vraiment un finish de merde. Et ça m'indique quel sera ton numéro 4 aussi, si tu vas dans la même veine. Je pense que j'ai mis le doigt dessus. Et on continue ça maintenant, je vous reviens avec number 4. Moi, mon numéro 4, c'est vraiment, mais vraiment un finish de marde. Probablement pendant le pire pay-per-view de l'histoire en tout cas, à tout le moins de l'ère Bischoff. Et c'est Halloween Havoc 98. Et c'est le match entre, même c'est un des pires matchs que j'ai jamais vu, le match entre, évidemment, on essaye de faire renaître de ses cendres la rivalité Ultimate Warrior et Hulk Hogan. Et le fameux spot de la Fireball que Hogan se bat avec son lighter. Puis là, il y a du flash paper dans les mains. Puis là, il est supposé d'allumer son flash paper, de garrocher ça, puis que ça s'en aille d'en face de Ultimate Warrior. Et là, après ça, ben vu que ce spot-là marche pas, c'est un shit show monumental, le finish de ce combat-là. C'est tellement épais. Et c'est mon numéro 4. Et maintenant, on passe à mon chum JC, number 4. Au numéro 4, on est au King of the Ring en 1998. Puis Stone Cold défend le titre contre Kane dans un First Blood match. Ouais. Le match en soi était ridicule, le finish l'était tout autant. Puis tu te rappelles-tu du finish un peu? Ouais, ben écoute, ça a fini sur un coup de chaise de l'Undertaker d'en face à Stone Cold qui s'est mis à saigner. Ah, ben oui, OK, on s'entend. Et on continue ça avec notre ami Steve, number 4. Mon numéro 4, les boys, non, Martin, ce n'est pas mon numéro 4. Peut-être que tu vas le voir plus haut. Plus tard. C'est arrivé au Money in the Bank 2019. Mustafa Ali qui gagne le Money in the Bank. C'était atroce comme finish. Il monte. On y croit même pas qu'il arrive là-dedans. Il gagne. J'ai fait comme de la merde, puis j'ai fermé la TV. Bon. Ben, moi, on continue avec mon numéro 3, donc, number 3. Ben, moi, je vais le dire. Mon numéro 3, c'est le Finger Poke of Doom. Il y a eu plein de justifications. Kevin Nash s'est expliqué à satiété sur les raisons qui l'avaient motivé de faire ça. C'était pas pour se donner le titre parce que ça n'a rien fait pour sa carrière. C'était pas. Moi, Kevin Nash, c'est un de mes interviewés en show interview préférés. Il est super intelligent. Il présente bien les choses. C'est un gars qui est très cultivé, très curieux intellectuellement. Je le trouve super intéressant. Pour ceux qui se posent la question, c'est le gros blowout avec Hogan qui revient, et là, ben, c'est Kevin Nash qui est champion, il y a un match, puis en fait, c'est la renaissance de la NWO, parce qu'après ça, tout le monde arrive, Scott Hall se repointe, puis il avait juste mis son doigt sur le chest de Kevin Nash bump comme un épais, et là, ben, s'ensuit la victoire, donc le retour avec la ceinture de Hulk Hogan. C'était solidement de la marde. Et voilà, moi, c'est ce qui fait office de mon... on est-tu rendu à 4, là? Numéro 3. Fait que on continue ça, et là, on s'en va rejoindre JC. Number 3. WrestleMania 9, Bret Hart contre Yokozuna. Finish de merde parce que Hulk Hogan a fait des pressions sur Vince McMahon parce que lui, il va à la belt à la fin du show.
Ça a scrappé ce qui était un bon combat. Mais sais-tu c'était quoi la vraie raison? La raison, t'as raison, c'est ça. Tu sais, Hogan s'est fait aller le politicoriage pour réobtenir la belt, right? Mais la raison pour laquelle il est venu à bout de faire changer d'idée de faire changer d'idée Vince McMahon, c'est qu'il s'en allait faire un tour en Europe, il s'en allait faire une tournée en Europe. Puis il a dit, mais qu'on revienne de l'Europe, je vais dropper la belt à Brett. Mais tu dis qu'est-ce qui est arrivé? Il est même pas allé en Europe. Puis Brett, c'est le lutteur qui était le plus over en Europe de toute la WWE. Les filles perdaient connaissance en Allemagne, genre, puis en Angleterre, pour Brett, avec British Bulldog. Écoute, WrestleMania 9, c'était en 93, en 92, avec le Bulldog, qui avait fait la finale de Wembley Stadium. Ben ouais. Puis c'est ça, non, il avait bien... Il s'est mis sa graine, justement, d'une certaine façon en Europe, dans le but d'aller faire une tournée. Ah ouais, il a toujours pogné. Il a toujours pogné en Europe. On continue ça avec Steve, number 3. Hey, mon numéro 3, il me fait mal parce que c'est 4 lutteurs que j'aime qui ont lutté en équipe 2 contre 2 en Arabie Saoudite. C'est sûrement un des pires matchs de lutte que j'ai vu. Le finish, je me rappelle... Dis-les pas, s'il te plaît, parle pas de ça. On va faire comme ça n'existait pas 2 secondes. Ben non. OK. Go. Qui est Shawn Michaels et Triple H contre Kane et Taker en Arabie Saoudite. Dans le match, je pense que c'est 13 ou 14 botches. T'es sûr que c'est pas en Australie que c'est arrivé, ça? C'est en Arabie Saoudite, me semble. Pas sûr, moi. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais. Me semble que c'était de Big quelque chose en Australie, me semble. C'était-tu le Super Battle? C'est les pay-per-view que Vince y vend là, à des pays, là. Oui, puis que c'est mauvais comme match, puis comme finish, puis Triple H puis Shawn gagnent ça, puis non, c'est vraiment mauvais. C'était à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Bon, parfait. Réglé mon erreur. Fait que ça, on a fait le tour des number 3. Moi, ça veut dire que ça va être à moi, et là, je m'en vais du côté de mon number 2. Moi, là, il y en a plein, là. Il y en a plein des mauvais finishes, OK? Mais moi, là, mes 2 derniers, c'est vraiment... Je les ai choisis basés sur la grosseur de l'événement versus à quel point c'est épais de botcher un finish dans une affaire gros de même. Moi, c'est WrestleMania 8, Hogan contre Sid Vicious, tout a chié, OK? Papa Shango, il est supposé d'arriver à un moment donné, il manque son cue. Ce que ça fait, ça, qu'il manque son cue, ça fait en sorte que, parce qu'il est supposé d'arriver avant que Hogan fasse le leg drop à Sid Vicious, puis de créer un schmoz qui ferait en sorte que Sid Vicious est disqualifié. Right? On voulait garder Sid Vicious gros, puis on voulait pas que personne kick out du leg drop. Mais parce que Charles Wright, parce que Papa Shango, il a manqué son cue pour arriver au ring, ça a fait en sorte que Sid Vicious a dû kicker out du leg drop et c'était jamais arrivé. Et là, ce que ça a fait, peut-être à Ultimate Warrior, à Mania 6, là, mais Ultimate Warrior n'avait pas le statut de Sid Vicious. Fait que ce que ça a fait qu'il a fallu kick out et le match se termine. Le main event de Mania se termine sur un botch. Main event de Mania. Et dans ce Mania-là, WrestleMania 8, tout le monde prédisait que le main event était pour être Ric Flair puis Hogan. Et non, ça a été semi-main event Flair Macho Man dans un match hallucinant, un de mes préférés de l'histoire de Mania. Hey, Ric Flair fait 3 fois son 3 steps, tombe à terre. Là. Il le fait 3 fois dans ce match-là. Et Hogan et Sid Vicious avaient présenté, c'est eux qui avaient été présentés dans le main event, de la solide marde. On continue avec JC, number 2. Écoute, on va aller dans le plus récent. Kenny Omega contre John Moxley, le barbed wire match. Ben oui, c'était de la vraie marde. Avec le botch de l'explosion. Pis ça, là, c'était une catastrophe. Puis en plus, tu vois Kenny Omega, tu sais, kayfabe, là. Pas kayfabe, c'est-à-dire shoot. Kenny Omega, il se met par-dessus John Moxley pour le protéger. Shoot, là, pour vrai, là. Ouais. Il n'y a pas de pétard. Ouais, c'était de la solide. C'était de la solide marde. Et on passe à Steve, number 2. Mon numéro 2, les gars, j'avais pas vu ce combat-là. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est vraiment un pay finish que j'ai vu. C'est encore un match par équipe entre Jim the Anvil Neidhart puis King Kong Bundy contre Yokozuna puis Jake the Snake Roberts. C'est un petit faux-né.
Ah non, mais c'est vrai que c'était de la marde. C'est vrai que c'était de la C'est solide. vraiment de la Ouais, mais merde. t'as là, pris Jake. quoi? Ouais, mais c'était pas juste le finish qui était de la merde, là. Ah ouais, puis là, t'as pris quelque chose à Heroes of Wrestling. Tu sais, c'était tout de la marde. Tu sais. Oui, mais hey, avouez que c'est dark, Non, là, c'est c'était poche. pourri. Là. C'était vraiment pourri. Ah, ben là, on est arrivé, mes chers amis. On a fait le tour de nos 4 premiers. Fait que ça va être mon number one. Moi, là, mon pay finish, je veux juste aller faire sûr. Voilà. Le pay finish d'un match de lutte, dans ma tête à moi, pris en considération l'ampleur de l'événement. Puis en plus, tout ce qu'il avait fait avant. On se remet dans le contexte. SummerSlam 93. 93. Le SS Intrépide, Lex Luger slam Yokozuna. Il embarque dans le Lex Express. Il fait le tour des États-Unis. Et là, on arrive au main event de SummerSlam. C'est Lex Luger contre Yokozuna. Mais Vince, pendant ce temps-là, lui, a décidé que le top guy, c'est pas Lex Luger. Il n'y a rien à faire. On a essayé. C'est pas mon prochain Hulk Hogan. J'aurai jamais de prochain Hulk Hogan. Là, au final, il prend une autre décision. On connaît, on sait ce qui arrive. Brett, puis après ça, Sean, puis tout ça. Mais c'est pas ça l'affaire. C'est un finish de marde. Je vous explique pourquoi. Parce que là, à un moment donné, dans le combat, Lex Luger, c'est un bon combat en plus, il est pas mauvais le combat. Lex Luger, il donne son fameux forearm là, avec la plaque en métal dedans. Ça fait que Yokozuna sort du ring, il se fait compter out. Mais le finish jusque-là, c'est correct. Non, c'est pas fini. Tous les lutteurs sortent du locker, prennent Lex Luger sur leurs épaules. C'est la célébration la plus débonnaire, la plus exagérée que j'ai vue. Une de celles que j'ai vues les plus débiles, mais ils gagnent pas la belt. Fait que là, t'as Lex Luger trempe à la lavette. C'est une des affaires les plus caves. C'est le contraire de ce que devrait être de la psychologie du ring. C'est complète. Je le sais pourquoi. C'est parce qu'il voulait rendre ça gros, même si Luger il a pas la ceinture. Il a battu Yokozuna. Fait que toi, Vince, t'es en train de dire au monde là, que t'es oscillé pendant des mois avec le calice de Lex Express, puis le USS Intrépide, puis les hélicoptères, puis les photos, puis les tunes plates, puis les vidéoclips d'autobus, juste pour que Lex Luger batte Yokozuna, mais qu'il n'aille pas la ceinture. Puis là, après ça, que s'en est-il suivi, les amis? Fuck all. Ça a été la chute. Et bien sûr, la suite, on la connaît. Il s'est retrouvé à Nitro, au American Mall, le fameux soir, le lendemain qui avait été sur un pay-per-view de la I, puis ainsi de suite. Moi, je considère que, toute chose étant égale par ailleurs, c'est un des finishes les plus épais de l'histoire de la lutte. Je passe la rondelle à mon chum JC, number 2. Number one. Bon, on reprend ça. Number 1. Ouais, number one. Ben, écoute, j'ai pas cherché loin. Moi, j'ai cherché dans ce qui s'est passé cette année. Puis j'ai trouvé à WrestleMania, au soir numéro 2. Vince McMahon a gagné contre Pat McAfee. On s'en souvient. Il a kické le ballon d'en face. Ouais, le finish, il était... Mais moi, je considère même pas... Ben, tu as le droit de choisir tout ce que tu veux. Moi, je considère même pas que c'est un match de lutte. Non, c'était pas vraiment un match de lutte, mais le finish t'a acheté pareil. Oui, ça, t'as tout à fait raison. C'est un excellent choix. Et on conclut ça. On ferme la marche avec Steve. Number 1. Mon numéro 1, Martin, on va avoir des mentions honorables, j'imagine. Oui, bien sûr. Mon numéro 1, moi, je peux pas passer à côté. Le Montreal Screwjob. C'est maillet de la part d'une fédération de lutte de faire ça. Ça aurait jamais dû avoir lieu. S'il n'y a rien qui peut battre un pay finish que ça. La lutte serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si ça n'avait pas été de ça. Ça a permis une évolution. Ouais. Mais c'était pas un bon finish dans le sens que je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, je l'ai mis en numéro 5 parce que je vois plus ça grave autant qu'avant, 1. Puis 2, ben, ça a aussi eu des effets positifs. Mais ça en a eu des négatifs, là, vraiment. Ça, je suis d'accord. Je suis très, très Sur d'accord. le long terme, beaucoup de positifs ont sorti de ça. Là. Moi, je pense que parce oui. que le business s'est adapté. Oui. Mais si on regarde... OK, regarde, on va faire un deal avec toi, Steve. Si on regarde ça avec nos yeux de l'époque, c'est un très mauvais finish.
Mais si on regarde ça 20 ans plus tard, tu sais, ça a permis des changements dont on n'est pas fâché aujourd'hui. On dit, c'est pas pire, ça, mais à l'époque, si on se reporte à cette époque-là, c'était de la merde solide. Moi, j'étais en tabarnak, là. On va se le dire, là. J'étais enragé noir. Là. Fait que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans des mentions honorables, ben regarde, moi j'en ai une tout de suite. Je me rappelle pas exactement c'est quand, mais c'est un match entre je pense que c'est Hogan et Sting. Je pense que dans l'histoire, il y a Hogan, il y a Sting, puis il y a Ric Flair. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est Nick Patrick, le ref, qui se souvient pas qu'il est supposé d'avoir un kick-out. Fait qu'il a fait un changement de ceinture alors que c'était pas ça le scénario du match. Fait qu'il a fait son compte de 3, mais tu sais, parce qu'on le sait tout, là. Steve va nous le confirmer, là. On détruira pas le kayfabe ici. Tu sais, le ref, il sait quand c'est supposé d'être un kick-out hyper serré, là. Fait qu'il va faire son compte en conséquence, là. Tu sais, il va barrer sa main bien proche du 3 pour donner une chance au gars de lever l'épaule, ou tu sais, pis tout ça. Mais là, Nick Patrick a complètement oublié. Fait que lui, il a fait 1, 2, 3 de même, mais il était supposé de kicker out. Fait que là, il était supposé de sortir quelqu'un de... Je pense que c'était le Black Scorpion avec Ric Flair qui était supposé de venir faire un schmoz dans le match, pis tout. Fait que ça a fait qu'il a fallu qu'il donne la belt à Hogan. Il me semble que c'était Hogan. Il a fallu qu'il donne la belt, il a gagné. Mais Nick Patrick il avait oublié c'était quoi le vrai finish. Fait que ça, c'est ma mention honorable. Là, on s'en va du côté de JC, si t'en as une. Honorable mention. J'en ai pas. Moi, je vais passer mon tour. Bon. Steve, honorable mention. Écoute, moi, j'en ai 3, les gars. J'ai Bret Hart contre le Monty. Quand Jacques a gagné la ceinture intercontinentale, faut que je mette en contexte. Là, Bret fait 104 de fièvre. Il est pas apte à lutter, mais il va pareil. Je sais même pas si on fait 3 minutes de match. Bâton électrique. Je gagne, je m'en vais. Sur le coup, là, c'était pour donner une chance à Bret aussi, là. Oui, mais tu sais, sur le coup, là, nous autres, on ne sait pas qu'il fait 104 de fièvre. L'amateur dans la foule, lui, il sait pas. Il comprend rien, puis il fait comme, voyons donc. Mais c'est pas correct. T'aurais été en crise qui cancelle le combat. Oui, mais j'ai le droit. Bon, parfait. T'as le droit. Un autre, les gars, que vous rappellerez sûrement même pas de ça. Peut-être Martin. Ça s'est passé en house show. Bret Hart contre Dino Bravo. Bret s'est fracturé le plexus. Le plexus solaire, ou en tout cas, l'os du site. Là. Puis, Bret voulait pas perdre contre Bravo, fait qu'il s'est en allé en bas, puis il s'est fait count out. C'est ça. Ouais, ça, je m'en rappelle. Il en parle même dans Wrestling with Shadows. OK. Puis l'autre, là, JC est là ce soir-là. C'est pas un bad finish, mais je t'explique. C'est un 3-way en cage pour le championnat de la ICW. Je lutte dans le match. Il y a Bulldozer puis il y a John Dundee. Le match est monté que Bull, il se débarrasse de Dundee. Il me prend pour faire son finish. 1, 2, 3, on s'en va à la maison. Puis quand il me lève, il tombe. Je tombe dessus, puis l'arbitre compte 3. C'est la première fois que j'ai gagné le championnat de la ICW. C'est pas si pire. C'est un crise de bon finish, ça. Et JC, je me rappelle qu'il rentre dans la cage, qu'il me donne la ceinture, il me dit ça, c'est à toi, chum. Puis là, je fais comme, je comprends rien, là. Ben non, je comprends sweet fuck all, là. Ben, ouais, vous avez roulé avec les coups, dans le fond, là, tu sais, c'est ça, s'adapter, adapt or die, là, tu sais, t'as pas le choix. Il est pas pour se relever, OK, on refait le finish, viens ici. Un coup que l'arbitre l'a collé, c'est collé, là. Ben ouais, c'est ça, c'est fini. Hop, c'était pas supposé de finir de même, on s'excuse. Ben, moi, je vais vous dire comment c'est supposé de finir. On fait une petite pause, puis on revient pour le close. Fait que les amis, des affaires un peu moins le fun desquelles on doit discuter dans le close, malheureusement, moi, en vertu d'engagement desquels je ne peux pas me libérer, ben on va devoir prendre une petite pause de probablement 4 semaines du Carré rond.
Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que ça va permettre de présenter des feuilles sales. Fait qu'on va continuer évidemment de donner les informations relatives à ce qui se passe dans le monde de la lutte. Il n'y aura juste pas de segment de longue durée et tout ça. Et j'en suis très désolé, là, c'est principalement à cause de moi. Puis, ben garde, Steve aussi, ça va lui donner le temps de se replacer un peu parce qu'il change d'emploi. Il l'a annoncé publiquement. Fait qu'il y a des affaires à placer. Ça va donner la chance à notre GC de dormir un petit peu le lendemain de ses chiffres. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer la feuille sale les samedis et ça va être présenté le samedi. Là. On va finir le taping puis on va vous présenter ça. Ben désolé de ça, les amis. C'est vraiment hors de notre contrôle. Ben désolé. Puis, ben regarde, ça va... de toute façon, tu sais, soyons honnêtes, on a quand même pas pris beaucoup de pauses. Tu sais, il va y avoir eu des moments où est-ce qu'on n'a pas pu enregistrer une semaine et tout ça. Mais par contre, on va continuer avec la feuille sale. Par contre, l'autre affaire que ça fait qui est intéressant, c'est que si on va... moi, j'ai pas le choix de bouger mes heures de disponibilité pour le Coréron puis la plateforme à une autre journée, ben ça va nous permettre de faire d'autres affaires aussi, par exemple, qu'on va peut-être avoir plus de temps pour faire, genre des petits watch-along, des combats, des affaires comme ça. Il y en a qu'on pourra présenter sur Twitch, il y en a qu'on pourra présenter en watch-along pour nos patrons. Fait que ça, c'est pas mal intéressant, mais je suis pas je veux que ce soit super clair. Je ne suis pas en train d'annoncer la fin de quoi que ce soit. On a juste besoin de remettre les pendules un petit peu à l'heure. C'est certain aussi qu'on va, dépendamment de à quel moment on fera un retour, c'est sûr qu'on va vous parler de Crown Jewel. C'est sûr qu'on va vous parler on va continuer d'aborder toutes les thématiques importantes du monde de la lutte, les actualités et tout ça. Ça va juste être dans un format un petit peu plus court, puis ça va être la feuille sale. Fait qu'on s'en va pas. On reste à la même place. La feuille sale, ça va être au même endroit où vous téléchargez vos podcasts. C'est le même feed RSS que le Coréron, donc ça ne change absolument rien. Ça s'appelle le Coréron, la feuille sale. Puis ça ne change rien dans vos applications de télécharge ou d'écoute de balado. Fait que bien désolé pour ça, mais on va juste revenir plus fort. En plus, quand on va revenir, on va s'approcher aussi de la période des fêtes, ces affaires-là. Moi, ce mandat-là, ça va être fini. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aurait une possibilité que ça ne soit plus le mercredi? Oui, ça se peut. On va regarder ça, on va voir qu'est-ce qui fait pour pas être obligé de refaire ça, justement, puis de pouvoir se trouver un créneau que bang, c'est là qu'on le fait. Ça va-tu être en pré-tape? Ça va-tu être live? On va tout revisiter ça pour que ça fasse l'affaire de tout le monde. Steve, il va avoir des nouvelles fonctions dans la vie. GC, ben ça va lui permettre de peut-être de nous trouver encore plus de Scrapamania incroyable. Puis moi, ben ça va me permettre de pouvoir combler ces engagements-là puis de pas me sentir comme coupable et tout ça. Fait que feuille sale, ça va être enregistré les samedis. Des fois, Steve va être là, des fois, il sera pas là, des fois, JC va être là, des fois, c'est garde, mais il va avoir du contenu sur le Coréron pendant cette période-là. Donc, on est bien désolé, mais voilà, je voulais vous en informer. Évidemment que ça ne met pas fin au reste de nos activités, parce que oui, la feuille sale, on va l'enregistrer aussi en vidéo, et ça va être disponible pour les membres de la plateforme Patreon. Donc, ce sera pas le Coréron que vous allez avoir en vidéo, mais au moins, vous allez avoir la feuille sale pour aller visiter en fait le contenu et ce que c'est faire partie de notre communauté privée qui s'appelle le Rib Room. Vous vous rendez sur patreon.com/le Coréron, patreon.com/le Coréron et vous aurez toutes les informations. Il y a un niveau de membership, ça coûte le même prix pour tout le monde, puis c'est rétroactif. Donc vous avez fait que si ça vous tente de venir voir ce dont il en retourne, ben c'est pas dur, tu viens un mois, c'est pas un contrat de cellulaire que tu signes avec ton sang pendant 2 ans. Venez faire un tour, venez nous donner une chance, puis vous verrez toute l'activité qu'il y a là et tous les avantages dont vous bénéficiez en y adhérant. Voilà. Et pour ceux qui nous auraient découvert ce soir, ben sachez que ce que vous êtes en train de regarder est disponible également sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Je vous répète une dernière fois, notre plateforme se trouve au patreon.com/le Coréron. Steve, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Tu travailles-tu? Vas-tu regarder le combat de Kevin? Qu'est-ce que tu fais de bon? En fin de semaine, je vais être du côté de Drummondville. Je m'en vais là pour la première fois, la OW.
C'est quoi la fédé, Je pense JC? que c'est de la OCW, je me rappelle. OCW, hey, je m'excuse. J'espère qu'ils nous écoutent pas en ce Ben moment. non, mais tu travailles tellement, Steve, là, ça peut arriver. Ben, Là. écoute, c'est que j'ai commencé vraiment à me promener, puis tu sais, si tu me demandes, hey, t'étais où il y a 2 semaines, écoute, je vais te dire Gatineau, le nom de la fédération, j'ai besoin de quelques secondes. Fait que en fin de semaine, c'est ça, samedi, je suis à la OCW à Drummondville, le show commence à 20h, lutte OCW sur Facebook, je vais affronter le vétéran de la lutte, le prédateur John Dundee. Oh yeah. Puis toi, mon JC, t'as-tu des ring announcing gigs qui s'en viennent? Prends ça pour Ben Mario? écoute, ça recommence la semaine prochaine pour une couple de semaines consécutives. OK. Ils vont à Montréal, Joliette, Sainte-Martine, entre autres. Toutes des fédérations différentes. Là, les promotions JR à Montréal le 29. La LLCV à Joliette puis à Sainte-Martine, ça va être la Beauharnois Championship Wrestling. Toutes des places que j'ai bien du fun à aller faire. Good. J'ai bien hâte. Ça fait une couple de semaines, là, ça commence à me manquer. Ben oui, amuse-toi bien. Oui, Steve. Là, écoutez, les boys, on va prendre une petite pause, mais moi, je vous garantis une affaire là, aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez avoir du fun, vous rejoignez à Rib Room parce que le 5 novembre, qu'on soit 3, 4, 20, 200, je vous garantis qu'il va y avoir un watch-along pour Crown Jewel. Bon, ben parfait. Crown Jewel, on est là. Moi, être là. C'est un samedi On en va plus être là. qu'ils font ça d'habitude? Ouais. Ouais, En mais ce là, temps, c'est tout le nouveau. temps le samedi. C'est parfait. C'est nouveau. La WWE qui tient ses événements le samedi. Même ça, Moi, au moins. je pense que c'est l'idéal. Ben oui. Puis moi, je peux être là. Le samedi, je suis off. Je suis off sur tout ski. Je suis off de pas mal d'affaires. On va faire la feuille sale. Puis tout. Là, on la fera le dimanche. Puis on fera un review de Crown Jewel. Mais non, j'aime ça. J'adore ça. Très cool. Très, très cool. Ouais, parce que c'est ça, il va y avoir Crown Jewel en novembre, mais il va y avoir aussi des Survivor Series. Ben oui, fin Survivor novembre. Series qui s'en vient, puis le Rumble qui s'en vient en janvier, mon pay-per-view préféré à ma fête, regarde. Fait qu'il y en a plein de raisons. Allez faire un tour, patreon.com/le carré rond, puis vous allez avoir toutes les informations. Sinon, écrivez-nous si vous avez des questions, des suggestions de top 5, des affaires qui vous inspirent, dont vous aimeriez qu'on parle. Allez sur la page Facebook, bien sûr, le carré rond, super facile à trouver. On est sur Twitter aussi, notre nombre de followers augmente, super content. Puis l'autre affaire que vous pouvez faire aussi, vous pouvez venir faire un petit tour sur la page YouTube parce que les émissions en rediffusion, c'est là qu'elles se trouvent. Fait que faites une recherche sur YouTube, tapez le carré rond et cherchez cette page-là parce qu'il y en a un autre. Comme je le dis à toutes les semaines, je suis un maillet et j'ai oublié le password du compte de courriel. Fait que j'en ai recommencé une nouvelle. Puis that's it, mais c'est ça, je peux pas scraper celle-là. Je peux pas scraper l'ancienne, par contre. Pardon, il y a les gamiques de marde, il y a plein d'affaires. Fait que là-dessus, chers amis, un gros merci à vous deux, messieurs. Merci à Kevin Blanchard aussi qui a été des nôtres. On lui souhaite bonne chance pour samedi, qu'il ait la performance de sa vie. Et sur ce, ben, je vous laisse sur une autre excellente performance. Il s'agit du meilleur mash-up de musique de lutte pour les shows qui sont présentés, qui prennent une pause de 4 semaines, par contre, sur Tout Ski TV, les mercredis à 19h. Mais il y aura des feuilles sales les samedis à milieu d'après-midi à peu près. Et je parle bien sûr du mash-up de mon ami Super Dave Bérubé. Faites attention à vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. Portez-vous bien. On se retrouve très, très bientôt. Merci d'avoir été là. Membre de la famille H2O Web Media.